Nous sommes le mardi 6 décembre 2022 et vous écoutez l'émission spéciale Sony A7R5 de la 5e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, cette émission spéciale, après un premier épisode dédié au Sony Alpha 7 IV diffusé l'année dernière, nous retrouvons de nouveau Fabrice Abuaf dans notre studio, qui est accompagné de Guillaume Cuvillier et du photographe Bertrand Bernager, pour parler de leur dernière nouveauté, l'incroyable et intelligent Sony A7R5. Avec eux et pendant plus d'une heure, nous allons tout vous dire sur ce nouvel appareil qui ouvre la porte à la photographie de demain. Et c'est parti pour cette dernière émission spéciale de la saison 5. Benjamin, on a le plaisir de recevoir Sony pour la deuxième fois dans ce podcast. Ouais, est-ce qu'il est si bien que ça, cet Alpha 7R5 C'est la question qu'on va se poser. On va voir si on va se laisser... Est-ce qu'il a vraiment tout? Moi, j'entends plein de trucs dessus. Donc, on a des questions pour nos invités qui sont déjà dans l'ambiance, je crois. C'est ça, Fabrice, t'es un peu à la maison. Deuxième fois que tu viens dans notre studio, c'était il y a à peu près un an qu'on a fait cette émission sur l'Alpha 7 IV. Et toujours un plaisir. Hein. Et tu n'es pas venu seul aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir pour la première fois dans ce podcast Guillaume Cuvillier, qui travaille avec toi chez Sony, et le photographe Bertrand Bernager, ambassadeur Sony Europe, qui utilise le nouveau A7R5 depuis maintenant quelques semaines. Bonjour à vous deux, Guillaume et Bertrand. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup. Bon, ça fait du monde une fois de plus autour de la table. On va directement passer aux présentations pour bien situer tout le monde auprès de nos auditeurs. Alors, je commence par toi, Fabrice. Tu es actuellement, alors là, attention, Senior Product Manager Digital Imaging chez Sony France. Cela fait plus de 15 ans que tu travailles dans l'industrie de la photographie après une formation dans la prestigieuse École nationale supérieure Louis Lumière. Tu es le représentant de Sony en France pour les photographes et les vidéastes. Et nous avons pour habitude de t'entendre très régulièrement dans ce podcast, car il paraît que tu expliques très bien les choses. On essaye, hein. On dit vlog ou vlog, Fabrice, d'ailleurs? Alors, ouais, ça, je me souviens de ce taillage en règle qui était... Non, mais du ZVE10, on s'est vraiment posé la question. Non, mais on dit vlog et on ne dit pas vlog. On est d'accord, on rétablit la vérité. Et tout à fait, effectivement, parce que vlog, c'est autre chose et c'est pas Sony. Mais c'est vrai que voilà, dans le langage, on dit vlog. Bon. Guillaume, toi, tu es le responsable marketing photo pour les professionnels et le département B2B de Sony France depuis près de 5 ans. Tu as, comme Fabrice, été formé à Louis Lumière et a également une longue expérience dans l'industrie de la photographie avec diverses casquettes, marketing, chef de projet, rédacteur en chef du regretté magazine Le Photographe, journaliste spécialisé et professeur. Bah oui, j'ai déjà eu plusieurs vies. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce qui me manque, ce magazine, Le Photographe? C'est très enrichissant, en tout cas. Oui, puis vous avez la chance, vous, d'être journaliste et d'être à un poste d'observation privilégié de cette profession et de recevoir beaucoup de monde. Donc, je suis très content aussi de participer à ça avec vous aujourd'hui. On essaye de reproduire en partie un peu ce que pouvait faire le photographe. C'est vrai, c'est vrai. On essaye. Il faudra qu'on fasse le moral des troupes. Hein, petite pensée à notre ami Bernard Leblanc. Bernard Leblanc, évidemment, le seul et l'unique. J'attends que tu montes des courbes de sensitométrie en podcast, hein, tu m'appelles. Hein. Ça va faire le buzz. Toute la beauté de l'audio. Et Bertrand, donc toi, tu es photographe professionnel basé à Paris et spécialisé dans la photo d'architecture, le reportage et la street photo. Tu as intégré la team des photographes ambassadeurs Sony depuis plus de 4 ans. Parmi tes clients, de grands noms, comme par exemple les montres G-Shock, Warner Music ou le Palace Renaissance Saint-Pancras. Tu travailles depuis toujours avec du matériel Sony, notamment un A7R III et un A6000. Tes optiques de prédilection sont naturellement le 16-35 mm f2.8 G Master et le 12-24 mm f4 G. Et cela fait plusieurs semaines que tu utilises en avant-première le nouveau A7R5. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bah, merci les gars, c'est un vrai plaisir. Fidèle auditeur, donc enfin d'être dans l'émission, de voir les coulisses, c'est un vrai plaisir. Oh, c'est cool ça, c'est cool. Petite question perso, je vois tes deux optiques, pourquoi pas le 12-24 f2.8 du coup? Oui, en fait j'allais rectifier, mon matériel maintenant c'est plutôt l'Alpha One, mon boîtier de tous les jours. J'ai utilisé la 7R3 de 2018 à 2021
Et maintenant, depuis 1 an, je suis quasiment uniquement chez Alpha One. Et le 224 F4, c'était uniquement pour un projet que j'avais fait à Singapour en 2019. Mais depuis, j'utilise le 224 F2 Diamaster. Master. J'avais pu faire les photos pour la campagne de lancement, où j'ai eu le 224 Diamaster Master en avant-première. Et maintenant, au quotidien, c'est mon optique de tous les jours. Donc voilà, le F4, je l'avais utilisé en 2019. C'est plus logique, ok. Ouais, maintenant le G-Master. Surtout avec Alpha One, en termes de piqué, De définition, de ouais. moteur, autofocus, c'est quand même le plus idéal. Petite montée en gamme. Oui. Et enfin, nous entendrons également au cours de cette émission les témoignages du youtubeur et formateur Damien Bernal, de la photographe Béatrice de Guinée, également ambassadrice Sony, et du photographe sportif Julien Poupard. Alors, aujourd'hui, on va parler en long, en large et en travers du nouveau A7R5, qui est ce que l'on appelle un produit game changer et qui, selon vos dires, symbolise le premier chapitre d'une nouvelle ère. Mais bon, avant cela, avant l'arrivée de cet A7R5, il s'en est passé des choses cette année pour Sony. Fabrice, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous faire un petit récapitulatif de l'année 2022 pour vous ? Alors, pas sûr que je vais pouvoir le faire en donnant le tiercé dans l'ordre. On va mettre un petit jingle INA, là. C'est vrai que nos ingénieurs sont très en forme et qu'ils nous gâtent pas mal et que cette année a été une année assez riche en nouveautés depuis l'Alpha 7.4 et notamment au niveau des gammes optiques. Ça s'est pas mal enrichi. Bah ouais, vous avez sorti un PZ 1635 F4G, donc ça c'est une optique conçue pour la vidéo avec un zoom motorisé. Vous avez lancé la seconde génération de 24-70 F2.8 G-Master, dont tout le monde dit du plus grand bien. Vous avez lancé une petite série de focales APS-C aussi, un 11 mm, un 15 mm, une deuxième focale motorisée, un 10-20 mm. Vous avez lancé la petite sœur de la FX3, la FX30, avec un capteur APS-C Super 35 mm. Vous avez lancé un appareil conçu pour le vlog, Fabrice. Le vlog, excuse-moi. Non, mais il faut le dire bien, Arthur, c'est important. Non, mais rien n'est fait par hasard dans tout ce que tu viens de citer. On voit bien qu'on parle très souvent du plein format. Sony, c'est une énorme gamme en plein format, avec le 1635 Power Zoom, le 2470 de 8 GM2. Et puis, il n'y a pas si longtemps, on a fait aussi le 70-200 GM2. Hein, on renouvelle une gamme qui a été lancée il y a déjà pas mal de temps en optique, en tant qu'on inaugure la deuxième génération, et surtout des technologies à l'intérieur qui permettent d'être plus légers, entre 20 et 30%, qui permettent d'avoir une image encore meilleure, et une vélocité et un silence en autofocus qui est juste dingue. Donc en fait, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, électroniquement, optiquement, est juste incroyable et marche en symbiose avec les algorithmes qu'on a dans nos boîtiers. Donc ça, c'est pour le plein format, mais on fait aussi en APS-C ou Super 35, c'est pareil, hein, pour plutôt la partie vidéo. Et effectivement, avec l'IFX30, on a lancé ces 3 petits objectifs APS-C qui créent un univers complet en cinéma, vidéo, captation, Super 35. Ou même les petits capteurs genre 1 pouce qui sont finalement pas délaissés, puisqu'il y a le ZV1F, mais ça devient plus marginal maintenant. Alors ça, effectivement, c'est la partie vlog, où on continue, parce qu'on a inauguré une gamme 100% vlog, positionnée comme telle pour répondre vraiment à un usage qui était extrêmement visible au final sur le marché. Et donc ZV1F maintenant, ZV1, ZVE10 en interchangeable. Donc la gamme ZV, elle est cross d'une certaine façon. C'est-à-dire elle va traverser la gamme compacte, la gamme hybride, et puis on va sans doute la voir s'étendre petit à petit, on espère, mais la gamme vlog, c'est une gamme à part entière. Et vous avez aussi à cœur de mettre en avant, de mettre en lumière le travail des photographes et des vidéastes. Vous avez 2 événements majeurs à un niveau international que vous organisez. Les Sony World Photography Award et plus récemment, le Sony Future Filmmaker Award. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces 2 événements, Guillaume ? Le Sony World Photography Award, c'est effectivement un des rares concours internationaux qui prime des photographes dans toute catégorie et de tout profil. C'est aussi bien destiné aux amateurs qu'aux professionnels. Il y a des entrées sur un concours single avec des images uniques ou sur des séries. C'est un concours qui reste ouvert encore aujourd'hui, qui sera ouvert jusqu'à fin décembre. Donc précipitez-vous pour poster vos images.
Tu veux dire qu'il y a des amateurs qui peuvent postuler, hein. Bien sûr, Ouais, tout le monde peut postuler et concourir dans différentes catégories, architecture, sport. C'est un peu le portrait. WordPress de Sony, quoi. Enfin, il y a plein de catégories, sous-catégories, premier Ouais. prix, deuxième prix, troisième prix. Enfin, Voilà, c'est donc assez pléthorique, quoi. c'est effectivement un concours qui est soutenu par Sony depuis le début, qui est organisé par la World Photo Association et avec qui on travaille étroitement et avec qui on travaille effectivement étroitement aujourd'hui aussi sur un concours destiné aux vidéastes. Donc vous l'aurez compris, nos produits sont très polyvalents entre la photo et la vidéo, donc on pousse beaucoup ces caractéristiques et on le fait aussi à travers la promotion de ce qu'en font les créateurs, puisque Sony a vraiment une forte volonté d'être en soutien de tous les créateurs, photographes comme vidéastes. Alors toi d'ailleurs, Guillaume, tu t'occupes entre autres du Sony Imaging Pro Support. Est-ce que tu peux nous parler un peu en quoi consiste ce service et ce que vous pouvez faire pour les photographes professionnels qui travaillent avec du matériel Sony? C'est vrai qu'on est ici aujourd'hui pour parler d'un boîtier, donc de matériel, mais on sait très bien que dans l'exercice de l'activité de photographe, il n'y a pas que le matériel qui compte, il y a aussi le service. Notamment quand on est photographe professionnel, que l'appareil photo est un outil de travail, c'est important d'avoir aussi derrière des services et du support. Donc le Sony Imaging Pro Support, c'est un programme qui est destiné aux photographes professionnels qui sont équipés en Sony, qui ont un certain niveau d'engagement dans la marque, donc 2 boîtiers, 3 optiques, Ok. voilà, comme base. Il faut avoir un statut professionnel et donc à partir de là, on a un service avec une hotline accessible en journée avec un interlocuteur qui est Émeric, que je salue au passage, qui est un Français, un photographe de formation, qui est capable de dépanner les photographes professionnels sur des usages où peut-être par moment ils se trouvent dans des problématiques où ils ont besoin d'un conseil technique. Donc on est là pour ça. Il y a évidemment aussi du service d'entretien du matériel. Ok. C'est un service qui est gratuit, mais on offre par exemple 2 nettoyages capteurs par an et puis un service prioritaire sur tout ce qui est entretien et réparation du matériel. Et parallèlement à ça, on fait aussi aujourd'hui, à travers les activités dont je m'occupe, du support technique sur les grands événements C'est ça, médiatiques. sur le sport et puis sur des événements pas spécialement sportifs, mais qui ont une portée hyper importante, nationaux ou internationaux. Exactement. En fait, dès qu'il y a une population de photographes qui se trouve regroupée sur un gros événement avec une couverture médiatique importante, on est là pour les aider, pour leur apporter du support en matériel, en conseil technique, pour les dépanner. On est présent avec un technicien qui est là pour les coups de Trafalgar. Donc voilà, on est aussi justement tout le temps dans l'ombre des photographes aussi Mm. pour leur apporter du service là où ils se trouvent. Bon, et vous avez un agenda hyper chargé l'année prochaine, j'imagine? On a quelques petits événements qui nous attendent, notamment un en France qui va bien nous occuper d'ici 2024. Voilà, mais oui, effectivement, on a un calendrier qui est assez chargé. Bon, et toi Bertrand, ce qu'on t'entend pas beaucoup depuis le début de cette émission, J'observe. raconte-nous un peu ton année, très rapidement. Alors, mon année, déjà 2022, d'un point de vue artistique, le Covid, moi, ça a été un vrai boost. J'ai beaucoup produit durant le Covid et aussi le Covid m'a donné envie un peu d'ailleurs. Moi, mon travail, il est très centré vers la photo urbaine, l'architecture, la ville. Et en 2022, j'ai eu un goût un peu d'aventure. Et donc, j'ai fait beaucoup de photos de road trip et en pleine nature. Notamment en février, je suis allé en Islande. 2 potes m'ont appelé 2 mois avant, m'ont dit Bertrand, ça te dit, on va par moins 25 en février en Islande. J'aimerais bien Moi avoir qui des sais- potes comme toi, moi. Sachant que moi, je suis le vrai cliché du Parisien, c'est-à-dire que moi, la neige, je la vois que 2 jours par an à Paris quand il neige pendant 2 heures et que la neige est toute horrible. Donc c'était un peu un challenge, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce côté photo à la fois road trip et paysage. Et donc après, en avril, j'ai pu faire aussi pas mal de reportages aux États-Unis, aussi sur des compètes de vélo, je fais pas mal de photos dans le monde du cyclisme extrême. J'ai pu aller en Italie et après aux États-Unis, où j'ai fait des gros road trips pour un peu donner les chiffres. J'ai fait 5000 km en 5 jours. Donc voilà, des bons petits rythmes de travail. Et à la fois le côté pro, donc faire de la photo de sport dans le monde du vélo, et le côté plaisir, on voit aussi de beaux paysages, donc allier photo de sport, photo de reportage et photo de paysage. Donc une année rythmée par voilà, les reportages, le côté un peu photo, aventure et plus nature. Même si mon univers c'est quand même la ville, j'adore la ville. Ouais, parce qu'on t'a présenté en tant que street photographer Oui, presque. Donc là, mon- moi, je découvre un tout Tout autre à fait. univers. Mon travail, ça reste quand même l'urbain. Moi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Ce que j'aime, c'est la ville. Pour moi, c'est un terrain de jeu incroyable. J'aime bien avoir ce hasard de la ville, ce côté coup de poker, où tu sais jamais trop ce que tu vas voir dans la rue, et ce grand terrain de jeu qu'est la ville. Mais j'aime bien aussi ne pas m'enfermer dans une catégorie et travailler dans d'autres domaines. Donc à la fois par mon métier, où des fois j'ai des commandes pour des clients,
où il va y avoir une partie photo de commande, où je vais faire des photos qui vont être moins plaisir, où j'essaie d'allier quand même un côté utile à l'agréable et aussi produire des commandes personnelles, enfin des projets personnels en parallèle de projets pro. Et donc, moi, j'aime bien à la fois allier l'urbain et quand même plus la nature et ne pas être enfermé dans une catégorie, être un peu ouvert. Cool, 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 cool. Bah, écoute, tu nous diras du coup si ce nouveau A7R Mark V se prête si bien à l'exercice de la street photographie. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Fabrice, l'année prochaine, en 2023, ce seront les 10 ans des Alpha 24-36 mm parce que les premiers modèles, les Alpha 7 et A7R, Septembre 2013. sont sortis en 2013. Vous terminez l'année 2022 avec un nouveau A7R5, la 5e génération donc de votre appareil accès R comme résolution et un très récent Alpha 7 IV. Qu'est-ce qu'on dit, Fabrice? Vous avez un peu d'avance sur la série Alpha 7R ou un peu de retard sur la série Alpha 7? Ah, c'est compliqué parce que dès que tu as un nouveau produit qui sort, tu as forcément un petit peu de retard sur les autres. Non, on a une gamme qui est incroyablement complète avec la série des S pour la vidéo, la sensibilité, les R pour la résolution, puis le 7.4 qui est en polyvalence. La partie Alpha 1, Alpha 9 qui est vraiment pour la partie vitesse. Je crois que tous les photographes peuvent trouver chaussures à leurs pieds dans cette gamme-là. Et effectivement, ce qu'on a inauguré dernièrement avec l'Alpha 7 R5, cette fameuse puce supplémentaire, ce chipset supplémentaire IA, qu'il faut effectivement faut comprendre. Il faut comprendre ce que c'est l'IA par Sony et à quoi ça sert. Mais c'est vrai que c'est un step-up supplémentaire qu'on n'avait pas encore dans nos boîtiers et qui préfigure un peu ce qui va se passer plus tard. Et qu'on n'attendait pas forcément sur ce type de boîtier, très, très défini. Et qui amène, alors une autre question aussi, est-ce que la 7R4 va rester un peu au catalogue dans la série des R ou est-ce que le R5 se substitue? Alors ça c'est une stratégie globale chez Sony, c'est que un remplaçant n'efface pas le Bah prédécesseur. oui, on a l'habitude de voir perdurer des générations sur les RX100 par exemple, où on trouve toujours des RX100 2, 3. Toujours, on facilement. trouve toujours de l'Alpha 7 Mark II en vente. Bon, même si ça fait quand même quelques années maintenant, mais ils sont pas dans les stocks, hein, ils sont fabriqués au fur et à mesure. On veut pouvoir offrir une gamme extrêmement variée et à des prix très variés. Aujourd'hui, un Alpha 7 Mark II, ça vaut 1 000 €. On peut avoir un plein format stabilisé 24 millions de pixels à 1 000 €. Et voilà, et c'est très bien. Et on peut avoir aussi le 7R5 à 4005. Donc voilà, donc l'idée, c'est de proposer, de rendre accessible à toutes les bourses, à toutes les typologies de photographes, de vidéastes, le boîtier qui va bien. Alors, il n'y a pas que le 24-36 que vous proposez en gamme. Vous avez aussi une gamme assez complète en APS-C. Est-ce que tu peux nous la resituer rapidement? Oui, aujourd'hui, l'APS-C, c'est ce qu'on appelle chez nous la gamme Alpha 6000. Alors, on a aussi la partie ZV sur la partie vlog, dont le ZV-E10 est équipé d'un capteur APS-C. Mais c'est vrai que la gamme Alpha 6000, 6000, 6100, 6400, 6600, offre une prestation assez incroyable sur des boîtiers au format extrêmement compact, dont le viseur est ce qu'on appelle rangefinder style, c'est-à-dire Attention, on va pas faire une émission sur la 7, c'est... Attention Fabrice, je connais ton tropisme pour ce boîtier, mais comment attention. tu sais que j'allais en parler après? Attention. Non, mais donc effectivement, le viseur est sur le côté. Alors c'est vrai que ça, pour le coup, ça différencie complètement notre gamme hybride de la partie réflexe, qui est souvent un viseur central. Mais c'est une autre façon de photographier. C'est des boîtiers qu'on va pouvoir mettre dans des tout petits sacs. Et on aura un capteur APS-C incroyable avec différentes prestations. Le 6600 a plus de 800 photos d'autonomie et le capteur est stabilisé. Le 6400, il est tout temps et c'est une super polyvalence avec un 1835. Et la 6100, c'est vraiment aujourd'hui pour rentrer dans un boîtier avec un vrai capteur. On parle de viser sur le côté, ça te parle, toi, la visée sur le côté en tant que street photographeur? Tout à fait. Parce que moi, quand j'ai commencé la photo, on va dire de façon active en 2014, j'ai commencé avec le fameux Alpha 6000, qui est, je pense, le couteau suisse de Sony, qui est un boîtier très populaire, que beaucoup de gens ont eu. Et même encore aujourd'hui, je pense que quand on n'a pas forcément un budget très élevé et qu'on veut débuter en photo, un kit Alpha 6000, ça se trouve aux alentours des 600 €. Et pour débuter, c'est top. On a un petit boîtier léger, capteur APS-C. C'est plus les dernières générations, mais pour débuter, c'est quand même très, très idéal. Et on a un viseur sur le côté, donc c'est quand même très pratique. Et aussi, notamment pour l'anecdote, en école de photo, j'ai fait un bachelor photo, on avait des cours d'argentique et je travaillais avec le Leica M3 de ma grand-mère aussi.
Donc voilà, aussi on revient par rapport à l'argentique, tous les appareils télémétriques ont un viseur sur le côté. Donc on a ce côté-là et moi j'adore avec le Facsimile, je me rappelle à l'époque, alors le viseur sur le côté, j'avais l'œil gauche ouvert, donc on voit ce qui Pour arrive. voir arriver le C'est ça, sujet, on voit ça rentrer c'est top. dans le cadre. Et donc le viseur sur le côté, pour moi, il y a un côté à la fois un peu rétro, époque télémétrique, et en même temps un vrai plaisir pour la photo de rue. Et je trouve que ça rend l'appareil plus compact, plus discret. Donc c'est une façon de voir le monde qui est différente et qui a des avantages. Alors donc on a les Alpha 7 équipés de toute la série des Alpha 7 équipés de capteurs 24-36, les appareils APS-C dont on vient de parler, la série FX qui est plus orientée cinéma, vidéo pour le coup, mais il y a aussi les A1 et les A9, la 9, la 9 II. Guillaume, c'est quoi la définition d'un boîtier professionnel pour Sony ? Je ne sais pas si c'est à Sony de la donner, cette définition-là, c'est plutôt aux utilisateurs, mais c'est vrai que ces boîtiers Alpha 9, Alpha One sont des boîtiers d'action qui ont non seulement des spécifications assez intéressantes pour la photographie professionnelle et la photo d'action, que ce soit pour le sport ou que ce soit pour le reportage, où on a besoin de réactivité, où on a besoin d'un autofocus mordant, efficace, où on a aussi avec la capacité avec ces boîtiers-là d'avoir une visée permanente, puisqu'on a des capteurs, ce qu'on appelle empilés, donc on va peut-être pas réexpliquer ici maintenant ce que c'est que la technologie de capteur empilé, mais disons que ça vous permet de ne pas avoir d'écran noir entre deux vues, enfin de ne pas avoir ce phénomène de blackout, on va dire. On y reviendra quand même un petit peu On y plus tard, reviendra un puisque petit c'est peu. important d'expliquer pourquoi la 7R5 n'a pas un capteur à structure empilée. Voilà, donc en tout cas, voilà, ça c'est des capteurs qui sont très différenciants, c'est ce qui permet d'atteindre des vitesses d'obturation de 32 millièmes de seconde, d'avoir cette visée permanente, d'avoir un autofocus qui du coup est aussi permanent parce qu'il n'a jamais de perte d'information dans son suivi. On a aussi sur ces boîtiers-là des capacités de transmission qui sont très importantes pour les utilisateurs professionnels dans le domaine de la presse quand ils doivent faire envoyer leurs images aux rédactions, d'avoir directement dans le boîtier par exemple une prise Ethernet qui permet de se connecter sur les positions câblées sur les stades de sport par exemple. Donc voilà, c'est des boîtiers qui ont des caractéristiques hyper complètes. On a le choix entre l'Alpha 9 et l'Alpha One de la définition. Et puis un petit peu de l'agrément, de la modernité d'ensemble, puisque l'Alpha 9 est encore sur l'ancienne génération de menus et de processeurs, mais avec une définition de 24 millions de pixels qui est très suffisante pour les applications presse, et avec l'Alpha One qui permet d'aller beaucoup plus loin, à la fois en photo et en vidéo, qui est la solution aujourd'hui la plus complète et la plus aboutie du catalogue Sony. Si je peux ajouter juste une petite chose, parce que globalement, un boîtier professionnel, c'est un boîtier qui va répondre à la demande d'un photographe ou d'un vidéaste professionnel. Et en général, la demande d'un photographe professionnel, par exemple, c'est d'avoir des photos nettes au moment où il le souhaite, dans les conditions de prise de vue qu'il a. Donc, effectivement, l'Alpha 9, l'Alpha 9 II, l'Alpha One, c'est les patrons pour nous en termes d'efficacité. Mais aujourd'hui, selon les demandes, spécifiquement des photographes et vidéastes professionnels, un Alpha 7 Mark III, qui est même de génération antérieure, peuvent complètement convenir. Si on sait bien l'utiliser, il y a zéro problème. L'Alpha 7 Mark IV, l'Alpha 7 R5, voilà. Aujourd'hui, en fait, on propose dans l'ensemble de ces produits-là, y compris bien sûr Alpha 1, Alpha 9, des performances et des taux d'image réussis, nets, qui sont exceptionnels. Avant, on était des fois surpris dans l'action de se dire « Ah ben, je suis content, cette photo, elle était nette ». Demain, ce qu'on est en train d'écrire chez Sony aujourd'hui avec tous ces algorithmes, c'est demain, je serais surpris d'avoir dans ma série de 30 images à 30 images par seconde une photo floue. Donc on change complètement la donne. Oui, tout à fait. Mais peut-être que la question se pose parce que, au-delà de ce que tu dis, qui est tout à fait juste, il y a la question de l'ergonomie de la construction. Et chez d'autres marques, on a peut-être assimilé les boîtiers pro à des boîtiers monoblocs. Or, vous, chez Sony, vous avez fait aussi le choix, et c'est un choix fort finalement, de proposer des appareils professionnels, mais sans cette poignée intégrale. Donc on peut utiliser des grippes optionnelles, mais c'est peut-être pour ça que la question se pose, pour plus de lisibilité aussi. Alors tu posais la question de quelles sont les caractéristiques d'un boîtier professionnel. Pour être pas mal en discussion avec eux, je sais qu'ils en ont marre aussi d'avoir des parpaings autour du cou et qu'ils sont très contents qu'on leur propose des solutions qui sont modulables, avec des boîtiers qui peuvent être légers quand ils ont besoin de légèreté et d'agilité, aussi de discrétion, parce que des fois c'est aussi une question de discrétion quand on est sur une manif. Très important, ouais. Même en photo de rue. Plus le boîtier est gros, plus on est visible, plus on est exposé. Donc il y a pas mal de critères qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai que chez Sony, au-delà de la performance, et puis tu l'as rappelé tout à l'heure à travers les nouveautés optiques, un de nos arguments aussi, c'est la légèreté. Voilà, c'est
C'est d'avoir des solutions qui soient agiles, légères et qui évitent d'avoir voilà, des problèmes de dos, notamment, qui sont des pathologies assez présentes dans l'univers de la photo professionnelle. Mmh. Alors, en 2022, hein, il faut quand même le signaler, vos concurrents, la concurrence, c'est quand même structuré. J'imagine que, maintenant le contexte est différent pour vous. Vous avez été pionnier pardon, en ayant, lancé tout ça, il y a 10 ans. Maintenant, il y a du monde en face. Et c'est tant mieux. Parce que, Enfin, quelque part, la concurrence est toujours aussi stimulante. Je pense que nos ingénieurs montrent ils sont toujours à l'écoute et ils sont toujours en proposition de nouvelles choses, hein. On va en parler avec les nouvelles spécifications de ce boîtier Alpha 7R5, mais voilà, on est évidemment poussé aussi par ça. Ça fait partie des curseurs dont on a besoin aussi pour faire avancer nos produits. Alors moi, j'ai une petite question, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de photographes qui sont partis de leur constructeur historique réflexe pour aller chez Sony. Maintenant qu'il y a des boîtiers professionnels chez ces deux constructeurs, est-ce que vous avez quand même réussi à les garder, ou est-ce qu'ils sont retournés d'une certaine façon à leurs premières amours? Alors il y en a bien quelques-uns qui sont retournés à leurs premières amours et on leur en veut pas pour autant. Après, on continue de recruter, hein, donc c'est pas un souci. Je pense que ce qui se présente aujourd'hui aux photographes professionnels surtout, c'est que quelle que soit la marque, avec laquelle ils travaillaient jusqu'à présent, il faut qu'ils changent, qu'ils passent à l'hybride puisque tout le monde va s'arrêter, assez rapidement de produire des réflexes. Donc de toute façon, ces gammes-là vont péricliter. La valeur qu'elles ont sur le marché de l'occasion va assez rapidement chuter. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu le bon moment pour eux de se poser la question. Et c'est tout le sens des questionnements de ceux qu'on continue de voir et qui viennent frapper à notre porte pour tester parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont un tournant. Que de toute façon, si quel que soit le système dans lequel ils sont actuellement, ils vont devoir changer leur boîtier et à terme aussi leurs optiques. Donc, c'est le bon moment pour eux de se poser les bonnes questions. Bon. Alors du coup, Fabrice, ce nouveau A7R5, c'est l'aboutissement, hein, on peut dire, de 10 ans de recherche et développement, de 10 ans d'expérience, de 10 ans d'innovation au service des créateurs, qu'ils soient des photographes ou bien entendu des vidéastes. La série R est aussi un peu particulière pour vous, puisque c'est souvent d'elle que découlent les nouvelles technologies sur les autres boîtiers de la gamme. La 7R5, selon vos dires, est un boîtier très polyvalent qui peut aussi bien s'adresser à des passionnés que des professionnels, et ce dans diverses disciplines. Le boîtier est déjà passé dans les mains de plusieurs rédactions et experts français qui semblent tous avoir un avis assez unanime dessus. On vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage de Damien Bernal de la chaîne YouTube éponyme, qui nous fait un rapide compte-rendu de son test. Et effectivement, personnellement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le nouvel écran, parce que pour moi, un écran, ça ouvre des possibilités créatives. Et je trouve que là, on a vraiment le meilleur des deux mondes. On peut être dans l'axe quand on veut être dans l'axe, on peut se mettre sur le côté et voir ce qu'on filme quand on veut faire du vlog. Donc ça, c'est génial ce qu'ils ont fait. Et après, je trouve qu'ils ont vraiment mieux équilibré le boîtier, c'est-à-dire qu'avant, c'était un boîtier qui penchait fort sur la photo. Et aujourd'hui, alors il est toujours photo avec son capteur 61 millions de pixels, mais il est capable en plus de faire du sport, puisqu'on a un autofocus qui est absolument dingue. Donc l'autofocus était très bon sur le A7R4, mais là, c'est vraiment un autofocus de compétition. Donc ça aussi, c'était un peu surprenant parce que de base, on imagine que Sony aurait gardé ce genre de truc plutôt pour un A9. Et là, on le voit débarquer sur un A7R5, donc c'est génial. Et en plus, de l'autre côté, la partie vidéo n'est pas oubliée, puisqu'on a aussi un boîtier qui est très très bon en vidéo. Et je trouve que finalement, c'est un des boîtiers les plus polyvalents. D'autant que moi, un des trucs qui m'agaçait le plus sur le A7R4, c'était que parfois, on va à un anniversaire, on va faire des photos de famille. On n'est pas toujours obligé de faire des photos de 61 millions de pixels. Et ici, finalement, on a maintenant cette option d'avoir des tailles de RAW différentes qui permettent finalement que si on a envie un jour de faire de la photo de famille, de diminuer la taille de notre RAW et on n'est pas contraint à toujours faire du 61 millions de pixels. Et finalement, quand on additionne tout ça, on fait de la photo, on fait de la vidéo, on fait du sport et on peut même faire un peu de photo avec des résolutions plus restreintes. Et donc, on fait tout en fait avec cet écran qui en plus s'adapte à toutes les situations. Je trouve que voilà, c'est probablement un des boîtiers les plus polyvalents que fait Sony. Et moi, j'ai été enchanté de découvrir tout ça parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais au départ. Moi, je m'attendais à un truc avec plus de résolution, etc. Mais là, finalement, ils l'ont rendu encore meilleur. Bon, je vais pas me fâcher avec Sony, mais disons que si la Rafale avait été un chouïa plus élevé,
Bah, ça aurait fait mon bonheur. C'est vrai qu'on reste avec une rafale de 10 images par seconde. Alors, on bénéficie, la grosse nouveauté, c'est quand même que le buffer, grâce au CF Express Type A, est largement meilleur qu'avant et on n'a plus ces délais de traitement qu'on avait parfois avant, où il fallait que la carte SD enregistre les photos pour qu'on puisse se resservir de l'appareil. Ici, c'est vrai qu'on est plus limité en termes de buffer, mais en termes de cadence de rafale, bon, 10 images par seconde, on aurait aimé avoir du 15 ou du 20 images par seconde. Bon, évidemment, hein, vous pouvez retrouver la vidéo complète du test de Damien sur sa chaîne YouTube. Bon, les retours de Damien sont assez enthousiastes et d'ailleurs, le boîtier a reçu aussi la note de 5 étoiles après son test par lesnumériques.com. Fabrice, vous livrez une copie parfaite avec cette Alpha 7R5? Bah, en fait, normalement, il aurait dû avoir 6 étoiles, mais il n'y avait pas. Non, la copie parfaite n'existe pas. Tu sais bien, c'est toujours un compromis. On peut pas tout avoir dans un boîtier, mais c'est vrai que le R5 et la 7R5, enfin, proposent des choses quand même assez incroyables. Alors, j'écoute beaucoup les émissions de Damien Bernal, si on peut commenter ce qu'il dit, parce que c'est très intéressant. Il est gourmand, hein, Damien. Mais Damien, ce que je trouve magique chez lui, c'est qu'il est capable de tout décortiquer avec une analyse d'une pertinence incroyable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a une communauté assez incroyable aussi. Et il va toujours avoir cette envie et transmettre cette envie de photographier, cette envie de technique. Et c'est une envie positive, même si des fois, il trouve pas forcément de son compte partout. Voilà, moi je ferme la parenthèse, mais j'apprécie beaucoup ça et je pense que toute sa communauté aussi. Mais sur ce qu'il a dit effectivement, sur un certain nombre de points du R5, c'est vrai qu'il est assez incroyable. Il parle, la conclusion c'est qu'il dit que c'est quand même un des produits le plus polyvalent. On est en train de parler du boîtier le plus extrême, presque. C'est-à-dire qu'on a le capteur plein format le plus défini de la gamme, et puis de façon générale en plein Du format. marché plein format. Du marché plein format, à 61 millions de pixels. Et il dit c'est le boîtier le plus polyvalent. C'est sans doute le boîtier potentiellement plus compliqué à utiliser, et il s'utilise aussi simplement que n'importe quel boîtier à 24 millions de pixels. C'est ça la prouesse de la technologie, de l'algorithme, de la puissance de calcul, et donc une grosse expertise de Sony. C'est d'avoir rendu un 61 millions de pixels qui peut monter jusqu'à 240. On a fait l'expérience avec Bertrand, plus que ça même, et de pouvoir l'utiliser grâce notamment au format RAW medium et small, qui effectivement est arrivé aussi sur la Alpha One il n'y a pas très longtemps, de pouvoir l'utiliser comme un 26 millions de pixels pour la photo de famille. Et donc, je ne suis pas obligé d'avoir le poids des 61. Je peux l'utiliser en mode léger et avoir une souplesse de prise de vue. Et ça, c'est une vraie nouveauté chez Sony. Enfin, tu le disais avec l'Alpha One, mais c'est quelque chose qui était très attendu, qui permet presque d'avoir deux boîtiers en un finalement. C'est-à-dire que quand on n'a pas besoin de la haute définition, on peut rebasculer sur un 26 millions. Et là, pour rebondir sur ce que disait Damien dans son commentaire, on aurait pu imaginer d'avoir une cadence supérieure à 26 millions, par exemple. Où il y a peut-être... Après, il ne faut pas faire de l'ombre à l'Alpha One aussi, on va comprendre. Donc, il y a peut-être une stratégie aussi de répartir un petit peu les usages, non ? Alors, je n'ai pas forcément cette vision de est-ce que Sony Tokyo a une stratégie segmentante à ce point-là. En général, les ingénieurs essayent de donner tout ce qu'ils peuvent donner avec les technologies et qui sont dedans. Et c'est vrai qu'un capteur 61 millions de pixels, voilà, il y a peut-être un certain nombre de limitations, mais je comprends complètement la remarque de Damien, parce qu'effectivement, chez la concurrence, ça commence à shooter un peu plus vite. Donc nous, on reste aujourd'hui à 10 images par seconde, ce qui est une vitesse extrêmement raisonnable. Ce qui est déjà très rapide Voilà, dans exactement. les faits. Et effectivement, on a sur des capteurs d'une autre technologie, qui sont les capteurs empilés, qui n'est pas donc la technologie du 7R5, des vitesses de rafale à 20 images par seconde, 30 images par seconde. Mais encore une fois, c'est une autre technologie. Mais on parlait de polyvalence, il y a quand même la première chose qui revient dans le commentaire de Damien, c'est l'écran orientable d'un nouveau type. Qu'est-ce que t'en penses, Bertrand, toi qui l'as utilisé ? Le fameux écran. Bah oui, L'écran on qui parle analyse que le de monde. ça presque. Mais Bah, non, mais c'est important. C'est normal. En fait, c'est le premier contact avec l'appareil. Quand on reçoit un appareil photo, l'écran, c'est ce qu'on voit en premier. C'est qu'avec Sony, pendant pas mal d'années, il y a eu ce débat. Pourquoi il n'y a pas l'écran sur le côté ? Enfin, Oui, c'est vrai. avant la 7S3, avant 2019, avant qu'il y ait les écrans, pour les vidéastes, pour le vlog, il y avait ce débat-là. Personnellement, en tant que photographe plutôt reportage et plutôt urbain, je n'avais pas un besoin d'un écran sur le côté. Mais maintenant, avec le R5, qui est vraiment le meilleur des deux mondes, on a à la fois une nouvelle rotule sur 4 axes. C'est vraiment le compromis idéal. Je pense qu'à la fois pour les photographes, les vidéastes, tout le monde s'y retrouve.
Et il n'y a plus la contrainte sur le côté, dans l'axe. Et moi, j'adore. Hein. L'écran J Parfum, la résolution, il est un peu plus grand l'écran. La résolution a quasiment doublé. Je crois qu'on a 2 millions de, 2 millions de 2 points. millions, ouais. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment le compromis idéal et il n'y a plus rien à redire sur l'écran. Alors, on parle de polyvalence dans l'usage pour la photo, avec différentes manières d'exploiter ces 61 millions de pixels, mais la polyvalence, elle va aussi au-delà. Elle va aussi dans l'usage entre photo et vidéo, puisque bon, voilà, les caractéristiques vidéo du boîtier, et vous en avez souvent l'habitude, sont très intéressantes, et vous avez toujours cette philosophie de pouvoir complètement switcher l'appareil pour un usage photo et un usage vidéo. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut faire en vidéo avec un Alpha 7R5 ? On peut faire énormément de choses. Alors déjà, toujours pour peut-être commencer par l'ergonomie, comme le disait Bertrand, sur ce qu'on voit en premier quand on prend l'appareil en main, c'est on retrouve sur ce 7R5 le switch photo-vidéo qu'on C'est ça. avait initié sur le 7.4, qui permet de vraiment contextualiser l'usage que l'on a du boîtier par rapport à la photo ou la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est déjà un point très fort parce que ça a une incidence sur les menus, ça a une incidence sur les réglages, donc ça permet d'être beaucoup plus réactif quand on a un usage mixte. Super vite, ouais. Voilà. Et après, en termes de spécifications, il a ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui en vidéo, y compris la 8K, bon, avec un léger crop factor. 1,24 fois, ouais. Voilà. Et en 4K 50p aussi. Voilà, mais et en 4K 50p, effectivement, il y a aussi un petit crop factor. Mais bref, on a en tout cas un boîtier qui est hyper puissant dans son usage vidéo, autant qu'il l'est dans son usage photo, avec toujours voilà, des caractéristiques qui permettent de l'utiliser à plein de niveaux différents, depuis le niveau le plus basique où on va faire du tourné-monté, où on va pouvoir tourner en S-Cinétone, jusqu'aux usages beaucoup plus poussés avec des profils S-Log 3, S-Log 2 qui permettent de faire du grading après derrière. Donc c'est vraiment un boîtier qui a un potentiel énorme en vidéo aussi. Même si, effectivement, ce n'est pas forcément celui qui aujourd'hui fait référence en la matière chez nous, parce qu'on a un 7S3 qui est très très fort, une FX3 qui a une ergonomie aussi peut-être plus tournée vers la vidéo pour ceux qui veulent vraiment creuser cet usage vidéo. Donc on a une vraie proposition en tout cas, oui, et c'est vrai que il y a quand même dans l'ADN Sony ce marqueur fort d'avoir des caractéristiques photo qui sont aussi fortes que les caractéristiques vidéo sur tous les boîtiers de la gamme Alpha. Et malgré la 8K, malgré une durée de tournage en théorie illimitée, il n'y a pas de système de ventilation, de dissipation de chaleur. Donc il peut y avoir une alerte qui va indiquer une éventuelle surchauffe à un moment donné, mais finalement ça tourne. Enfin, moi j'ai pu le tester, le laisser tourner pendant une demi-heure. Comment vous avez réussi à faire ça, à vous passer de cet attribut-là ? Alors, on a dans la conception du boîtier, il y a des systèmes de dissipation de chaleur passifs qui sont assez efficaces. Après, il y a aussi quelques réglages qu'on peut faire de base sur le boîtier pour augmenter justement sa capacité de durée de tournage. Le simple fait, par exemple, d'ouvrir l'écran à l'arrière, ça permet d'avoir une meilleure dissipation de chaleur par le dos du boîtier. Le fait de passer, il y a un réglage qui s'appelle température de mise hors tension auto qui se trouve dans le menu réglage qu'on peut passer dans un niveau élevé. élevé, ouais. Voilà. Donc ça va pas torturer l'électronique, hein. C'est juste parce que nos ingénieurs sont assez attentifs au confort d'utilisation de nos produits, et c'est simplement pour ne pas avoir un boîtier qui a tendance à trop chauffer quand on le tient en main qu'ils ont mis cette alerte de température. C'est plus pour le confort de l'utilisateur, pas du tout parce que ça peut avoir une incidence sur l'électronique. Donc il y a des petits réglages comme ça qu'on peut optimiser pour en avoir un usage le plus complet possible et le plus... Voilà. Et puis après, il y a évidemment aussi dans tout ça la question de la gestion de l'énergie qui a été beaucoup améliorée au fil du temps sur nos produits, qui permet d'avoir des produits qui chauffent moins quand ils sont dans un usage intensif. Alors, il y a une nouveauté sur ce boîtier, moi, qui m'a particulièrement impressionné. Donc, voilà, vous avez ce capteur de 61 millions de pixels, ultra défini. Mais bon, un capteur aussi défini que ça, et il faut qu'il soit très très bien stabilisé, et c'est pas facile de le faire. Vous annoncez un gain de stabilisation capteur jusqu'à 8 IL. Comment ça, c'est possible ? Alors, c'est possible. Déjà. C'est pas le record, hein, précisons-le. Hein. Ah oui, c'est pas le record. Ah non, ce ne sont pas les seuls. Non, sur le marché, plusieurs le revendiquent. Après, mais c'est intéressant de vous passer de 5,5 à 8, et ça, c'est une performance. Alors 5,5 et puis à 8 et 8 sur 60.
sur Exactement, 61 millions. sur une définition comme ça. Ouais. Parce que plus le pixel est petit, plus le photosite est petit, plus il faut stabiliser finement. Non, bah, ça c'est effectivement une belle prouesse. Donc, bah, tout le système de stabilisation a changé. L'électronique, les capteurs qui permettent justement de détecter les mouvements ont changé. Ils sont beaucoup plus fins. La fréquence de mesure est beaucoup plus élevée. Et le système piézoélectrique, justement pour stabiliser, est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fin. Donc tout a été revu pour pouvoir arriver à 8 stops de stabilisation. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous servir bien sûr à étendre les possibilités de prise de vue sans trépied. Ça, Bertrand, je pense que tu Bertrand, complètement. On descend à combien là, du coup, à m'enlever là Alors, c'est pas une blague. Hein. Le dis pas. Si, je vais quand même le dire. Mais ça veut dire que 2 heures et 3 minutes. C'est quelle que soit l'optique en fait. Non, ça dépend. Bah oui, Effectivement, on va dire que plus on a un grand angle, on va dire le focal, on va dire 24 mm 35, c'est l'idéal. Et moi, avec le 24 1.4 G Master, j'ai pu descendre à 2 secondes. À m'enlever. Et c'est pas une blague. C'est net. Et totalement net. Non mais t'es jeune. Non, juste un peu de patience. On a les bras bien le long du corps et une seconde, vraiment une seconde, il n'y a quasiment aucun taux de déchet. À 2 secondes, effectivement, si on est un peu dans l'action, il peut y avoir un peu de mouvement. Mais on a fait les tests avec Fabrice et moi j'ai fait On a vu lors de la présentation en France, on a eu la chance de voir tes images, notamment à Montmartre dans la nuit c'était nocturne à Saint-Germain-des-Prés, effectivement. Pardon. Non, c'est un peu la même ambiance. d'arrondissement. Non, effectivement, c'était des traînées de bus et à 2 secondes à m'enlever. Même moi au début, j'y croyais pas que quand on reçoit un appareil comme ça en avant-première, on nous donne un peu les caractéristiques et il y a la théorie et la pratique. Et des fois, les chiffres, c'est un peu du marketing. On disait, je me suis dit, 8 stops. D'où notre question. Hein. Ouais, ils sont un peu gentils. C'est vrai que moi, sur les éléments, sur les nouveautés du R5, c'est vraiment ce que j'attendais presque le plus. Parce que sur le R4, il était déjà bien stabilisé, mais on voulait faire un peu des photos de nuit, notamment en action. La stabilisation ne permettait pas de faire des choses aussi poussées, en fait. Et là, au début, j'y croyais pas forcément. Et sur le terrain, j'ai compris que c'était une réalité. Alors, attention, pas avec toutes les optiques. Hein. Si je vais prendre un 70-200, je ne vais pas faire de la pause longue à 2 secondes. Je vais pouvoir faire peut-être un dixième. Enfin, tout dépend de l'optique. Mais c'est une réalité. Donc, ça notamment de nuit avec le R5. Ce qui est dingue, c'est que les photos à 1 seconde vont être plus nettes que les photos au 1/50e. Pourquoi au 1/50e, je vais peut-être ouvrir à 1.4 et peut-être monter à 800 ISO. Donc, j'aurai un peu de bruit et moins de piqué. Et à 1 seconde, on sera à f8, 100 ISO. Et donc, avec l'Alpha 7 R5, on peut de nuit faire des photos nettes à main levée en 1 seconde. C'est bien vendu, bravo. Ce qui est important, c'est que c'est un vrai retour d'expérience. Et ça sert aussi la vidéo, toutes ces technologies-là. Alors, ça sert la vidéo parce que la stabilisation mécanique va être en plus couplée à une stabilisation digitale, qui va venir avec un petit léger crop, en fait, permettre un débattement très supérieur. Donc, les deux associés, ça permet en vidéo, effectivement, d'être encore mieux stabilisé. Parce que la spécificité de cette stabilisation mécanique et par rapport à la concurrence notamment, c'est que là, il n'y a pas de corrélation avec la stabilisation optique nécessairement. Tu veux dire par là qu'avec un 24 1.4 G Master, on aura qui n'est pas stabilisé. Qui n'est pas stabilisé. Ouais. Donc on aura ces 8IL. Bien sûr, tout à fait. Et si l'optique est stabilisée, en fait, les tâches vont se répartir. Mais ça ne va pas faire 10 avec une optique stabilisée. Ouais. Les tâches vont se répartir pour une stabilisation parfaite dans ce qu'on annonce. Et cette stabilisation, elle permet aussi d'aller encore plus haut, encore plus loin, encore plus fort, puisque ça ouvre la porte à la technologie qu'on appelle le pixel shift, si je ne m'abuse, qui consiste à prendre une série de photos avec un léger décalage automatique du capteur et de monter jusqu'à 240 millions de pixels. Ça marche bien, ça ? Ouais, alors c'est des gros chiffres. Hein. Ça fait des beaux gros fichiers. Ça fait des gros fichiers surtout. Ouais, de 1,5 giga, il faut un bon ordinateur. C'était déjà le cas sur la 7R4, hein, rappelons-le quand même. La 7R4, l'Alpha One également, qui peut faire en 200 millions. Donc il faut une bonne config, mais quand on a la config derrière, ça vous fait des fichiers incroyables. Hein. Ça vous fait un fichier qui fait une taille réelle de 2 mètres par 3. Donc pour de l'impression, c'est à des 300 dpi. À 300 dpi, ouais. 2 mètres par 3, la notion de taille réelle. À 300 dpi, c'est-à-dire à 10 cm à regarder, c'est nickel. Donc c'est vraiment incroyable. Hein. On l'a essayé au sein de la photo, on avait imprimé une photo en 1m80 par 1m20. J'avais pris une prise de vue 12-24 f2.8 G Master du Panthéon. Le Panthéon m'avait ouvert l'accès un matin, quand le Panthéon était vide, et j'avais pu photographier la coupole, donc en pixel shift. Et on voit qu'on a tous les détails, on voit les moins de taille des peintures, des craquements de la pierre. Et donc le pixel shift a un vrai intérêt pour la reproduction d'œuvres d'art, pour la photo de pub, la photo de produit, l'architecture, et même maintenant sur le R5,
au mouvement. C'est-à-dire qu'avant, le moindre mouvement, c'était raté. Littéralement, la moindre feuille, le moindre chose en mouvement, la photo, vous devez la refaire. Maintenant, Oui, parce que les images sont prises par séquence. Tout C'est à ça fait. qu'il faut préciser, c'est 16 images qui sont prises les unes derrière les autres, donc il y a un petit décalage de temps entre les 16 images qui sont elles sont prises à qui sont 10 images par seconde. On peut choisir la cadence. on peut choisir la cadence et effectivement, on peut également choisir le temps de prise de vue entre chaque image. Donc, il y a 16 photos. Et au maximum, enfin le plus rapide, il y aura un délai de même pas peut-être un quart de seconde entre chaque photo. Donc, au plus vite, on va prendre environ 8 secondes pour faire la prise de vue des 16 photos. Mais même en 8 secondes, il y a quand même un mouvement. Et maintenant, sur le R5, tout ce qui est mouvement d'arbres, il va les gérer totalement. On a fait test avec Fabrice, on a pris en photo un paysage avec des arbres et des plantes. Et on voit qu'avec le R4, par exemple, le mouvement des feuilles, ça crée des artefacts et la photo est inutilisable. Et sur le R5, il va réussir à repérer les zones en mouvement et à les corriger, à faire des photos totalement exploitables où on a le mouvement qui est corrigé. Donc on a des photos maintenant, ça ouvre des possibilités pour la photo de nature. Et pour être complet, pardon, mais sur ce chapitre-là, il faut préciser quand même aux auditeurs que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir regarder directement sur le boîtier puisque l'assemblage se fait par la voie logicielle, via le logiciel maison, en Tout à fait. l'occurrence Imaging Viewer, Edge et en RAW. Viewer. Donc il faut être à jour de Viewer. D'ailleurs, la mise à jour, on peut la faire, hein, c'est un logiciel gratuit, mais c'est comme ça qu'on obtient un fichier de 240 millions. Tout à fait. Et c'est assez rapide, hein. Le traitement ne prend que quelques secondes, c'est très simple à faire. Donc, il faut juste prendre le temps de décharger les photos et ça vaut vraiment le coup. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y a goûté, après, on devient addict parce que pour plein de domaines, architecture, Il faut des paysage, cartes qui suivent par contre. Oui, il faut des bonnes cartes en et termes de ordinateur capacité. également quand même. Ouais. Mais ça vaut le coup même de temps en temps. Quand on sait qu'on a une photo très importante, par exemple, soit une commande client, il y aura du print derrière, par exemple. Quand il y a des commandes où on sait qu'il y aura de l'impression, ou quand on est par exemple en photo de voyage, qu'on a un trépied avec nous et qu'on a un paysage incroyable, que c'est genre la photo du voyage, c'est toujours mieux d'avoir encore plus de résolution. Donc Pixel Shift a un vrai intérêt aujourd'hui pour plein de domaines. Et il n'y a pas de mode main levée avec le Pixel Shift. On aurait pu imaginer ça vu l'efficacité de la stab. Mais... Pas en Pixel Shift, parce que quand on est en capteur plein format, le débattement du moindre mouvement est trop important. Donc on ne peut pas encaisser ça en plein format. Donc là, on gère les mouvements sur trépied. Je pense que ça serait peut-être même à essayer quand même, mais il faudra vraiment pas bouger. Mais sur 16 images, ça me paraît un peu ambitieux. Nous, on le vend en trépied. Alors, la 7R5, c'était un boîtier qui était très attendu et on a pu lire les plus folles rumeurs autour de ses caractéristiques potentielles. Et parmi elles, il y avait celle évidemment de l'utilisation d'un nouveau capteur ultra défini avec la folle idée de peut-être atteindre ou même dépasser les 100 millions de pixels. Du coup, Fabrice, c'est pas pour tout de suite 100 millions de pixels en 24-36. Je ne l'ai pas dans ma poche, là. Non, mais je pense que c'était vraiment pas nécessaire. Alors, la course aux pixels dont on entend parler depuis des années, hein, tu sais qu'on l'a suivi tous ensemble, la course aux pixels. Voilà, on est à 61, c'est juste déjà monumental. Donc, je pense que pour le moment, il n'y a pas de nécessité à sortir un 100 en plein format. Alors, par contre, vous n'avez pas changé le capteur, mais vous avez changé le processeur. Est-ce que ça a de l'incidence sur la qualité d'image qu'est capable de produire le boîtier ? Je sous-entends peut-être la gestion du bruit dans les hautes sensibilités ISO et peut-être même la dynamique. Alors oui, alors la dynamique est souvent quand même intrinsèque au capteur C'est vrai. lui-même, mais effectivement, le double processeur Beyond-XR, parce qu'en fait, le Beyond-XR est composé de 2 processeurs, est à peu près 8 fois plus puissant que nos processeurs d'avant, et ça permet déjà de changer l'architecture complète du boîtier avec les nouveaux menus, on en parlera peut-être plus tard, et surtout d'appliquer des algorithmes de traitement d'image meilleurs. Donc on gagne encore un peu en montée en ISO, voilà, un peu moins d'un cran, mais on gagne. Et surtout, tout le rendu des couleurs en photo est aligné sur ce qu'on fait sur l'Alpha 1, l'Alpha 7 IV, l'Alpha 7S3. À chaque fois, on améliore le rendu des tons chers, les carnations, le rendu des couleurs, pour le plaisir de tout le monde. Vous avez très récemment proposé une mise à jour pour certaines optiques pour les rendre mieux compatibles avec ce boîtier-là. À quel niveau ça a changé quelque chose ? C'est essentiellement sur la stabilisation. En fait, il fallait updater le firmware de certains objectifs pour avoir une meilleure adaptation à la nouvelle stabilisation de l'Alpha 7R5 et stabilisation mécanique et aussi stabilisation électronique.
Et pour finir sur le capteur, donc on en a beaucoup parlé, on a parlé de la définition. Sa nature, c'est un capteur rétroéclairé. Il n'est pas empilé, contrairement à celui de l'Alpha One, ni à ceux des Alpha 9 Mark II. Pourquoi? Alors, pourquoi? C'est assez simple. Aujourd'hui, la technologie des capteurs stack empilés, c'est une technologie qui est coûteuse. On voit bien le positionnement prix d'un boîtier à capteur stack. Chez nous, c'est environ 7 000 € sur l'Alpha One, un peu moins sur les Alpha 9.2. On l'avait vu sur des bridges chez Sony aussi à l'époque. Alors, les on RX, l'a, de petits RX10, Mark capteurs. IV, etc. tous les sur des 1 RX, pouce. RX100, RX10, ont tous, les LV1 aussi, sont tous des capteurs 1 pouce stack. Mais fabriquer un capteur 1 pouce, c'est moins cher, c'est plus facile, c'est plus petit. Fabriquer un plein format 60 millions de pixels ou 50 millions de pixels en stack, c'est très coûteux. Donc il faut aussi respecter les gammes, les usages. Et aujourd'hui, on a l'Alpha One pour faire ça. Donc aujourd'hui, l'Alpha 7R, pour le moment, tel que la gamme est construite, n'a pas cette vocation-là. D'où le fait de conserver le 60 millions de pixels qui est exceptionnel, qui est un capteur exceptionnel, et d'en tirer plus en le mettant à jour avec tout ce qu'on sait faire. Bon, alors avant de passer à la suite et d'entrer notamment dans les détails de l'une des plus grosses nouveautés de ce boîtier qu'on a un peu mis volontairement de côté jusqu'à présent, on vous propose d'écouter le témoignage d'une autre photographe ambassadrice Sony. Elle s'appelle Béatrice de Guigné et elle nous explique pourquoi l'Alpha 7R est l'outil idéal pour son travail et ce qu'elle a pensé de cette 5e génération de boîtiers. Le Sony A7R5 que j'ai du coup eu la chance de pouvoir tester avant sa sortie sur un shoot que j'ai pu organiser et que j'ai vraiment adoré. Je pense que technologiquement, il y a tellement de choses qui ont été apportées dans le boîtier qu'on passe un vrai gap et que du coup, dans moi, ce que je fais dans mon activité, tout ce qui va correspondre au portrait, au studio, à la mode, tous ces ajouts qui ont été faits, ils vont vraiment être utiles pour que, ce que moi je dis souvent, que je puisse me concentrer sur ce que je fais, le cœur de mon métier, c'est-à-dire la prise de vue, et ne pas avoir à me concentrer sur tout ce qui est technique et technologique et qui pourrait me faire perdre de vue ce que j'ai en tête et la vision des choses que je suis en train de faire. Pour moi, avoir 60 millions de pixels, si ça peut être un petit peu overkill. Je veux dire, c'est un boîtier que j'utiliserai pas, par exemple, pour faire du reportage de mariage, parce qu'a priori, en tout cas pas que je sache, mais j'ai aucun couple qui fait des tirages en 4 mètres par 3 de leurs photos. Par contre, pour du portrait ou pour du studio ou pour de la mode, ça peut m'être utile. Dans le sens où si j'ai besoin d'aller chercher du détail, de la retouche de peau ou vraiment de la retouche minutieuse, là par contre je serais hyper heureuse de pouvoir aller chercher dans ces 60 millions de pixels. Et mine de rien, des possibilités aussi de recadrage peuvent être utiles. Il m'est arrivé plein de fois sur des projets d'avoir des photos qui soient prises comme ça en paysage et puis le client après coup qui se dit « mince, celle-là en fait on aurait voulu l'avoir en portrait ». Bon, bah, du coup, dans mes 60 millions de pixels, je peux me permettre de cropper mes images ou d'en changer le format. Et ça, c'est quand même hyper confortable. Concernant l'ergonomie, ce nouvel écran, il est complètement fou. J'ai adoré. C'est forcément le premier truc que j'ai remarqué en prenant le boîtier en main. Et je passe un petit message à Sony en leur disant que je veux cet écran sur toutes les prochaines évolutions de boîtier. Il est incroyable. Il est très honnêtement, moi je me dis que il aurait dû exister depuis longtemps cet écran-là parce que le confort de travail qu'on a avec ça, le fait de pouvoir changer d'angle et d'arrêter de se casser le dos, de se rouler par terre et et juste de pouvoir voilà, être plus créatif finalement dans ses angles. Ouais, c'est fou. Enfin, moi, je suis tombée amoureuse de cet écran-là, quoi. Parce que l'écran, c'est un truc qu'on attendait et il est là. Ils ont amélioré la stab, ils ont amélioré la détection des sujets en rajoutant en plus des objets. Franchement, je pense qu'on s'approche des boîtiers parfaits là, très, très honnêtement. Enfin, il y a un truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau boîtier qui sort et qu'il y a une nouvelle technologie qui est intégrée dans ce boîtier, on se dit: «Ah, ça c'est fantastique», mais on n'y avait même pas pensé et c'est ça que je trouve fou, c'est de me dire: «Bah, là aujourd'hui, moi je vois qu'il me manque rien», jusqu'à ce que Sony arrive avec une nouvelle technologie et qu'on se dise: «Ah mais c'est fantastique, ils aient ajouté ça». Mais là aujourd'hui, très honnêtement, il manque rien et ce boîtier-là en particulier, enfin il est complètement fou ce boîtier donc j'y vois rien à ajouter, quoi.
Bon, bah voilà, un témoignage qui se passe de commentaires. Une fois de plus, Fabrice, une photographe conquise. Oui, Béatrice, elle travaille déjà en Alpha One et c'est vrai que quand elle a goûté à l'Alpha 7R5, voilà, c'était le boîtier sérière qu'on n'avait pas encore remis au goût du jour. On en parlera tout à l'heure. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que dit Béatrice, c'est surtout l'intérêt de tout ce qu'on met à l'intérieur des boîtiers au service du photographe. Ce qu'elle veut, c'est se concentrer sur l'image, se concentrer sur son cadrage, se concentrer sur l'échange qu'elle a avec ses modèles, avec son travail, et elle fait faire confiance au boîtier. Et donc voilà, alors toute l'interface menu bien sûr, le viseur, l'écran, mais c'est surtout aussi les algorithmes, et on en parlera tout à l'heure, cette fameuse puce IA pour l'autofocus qui permet de détecter encore plus tôt, encore plus vite des sujets, et ça permet de pouvoir laisser libre cours à sa créativité, on ne s'occupe plus de rien. Alors, elle adore l'écran, elle aussi, on l'a bien entendu, mais on n'en oublierait pas ce qu'il y a un viseur, quand même, Ouais, un pas très des beau moindres en viseur, plus, ouais. ouais. Une dalle OLED de 9,44 millions de points, hein, la plus définie du marché. Est-ce que ça change quelque chose pour toi sur le terrain, Bertrand, toi qui as l'habitude de la 7R3 ou de l'Alpha One, qui a une définition similaire? Tout à fait, l'Alpha One a le même viseur et moi, notamment, ce que j'adore aussi, c'est le Ah, pas tout à grossissement. fait le même viseur, puisque le taux de rafraîchissement est supérieur Oui, sur l'Alpha effectivement, One. Alpha One. Après, moi, je travaille plutôt en 60 FPS, j'aime pas non plus. Quand on monte le rafraîchissement, on perd un peu en résolution. Donc, je préfère avoir un viseur un peu moins fluide, entre guillemets, avec une meilleure Donc, tu as une définition. fréquence inférieure pour que Tout à fait. l'affichage soit plus Soit en fluide. fait, tu es en 9,44 millions de points et tu as 60 FPS, et quand tu te mets à 120 FPS ou 240, tu descends un peu, je crois, à 5 millions de points ou 3,6, il me semble. Mais moi, j'aime bien. Comme je suis pas photographe de sport, je suis plus quand même reportage, je préfère la résolution. Et aussi, un autre élément, c'est le grossissement. Donc, sur les viseurs qui équipent donc la 7S3, l'Alpha One et notamment la 7R5, on a un grossissement de 0,91. Et ça, c'est un record mondial, on n'en parle pas assez. Le record était détenu depuis 60 ans par une marque allemande avec un certain boîtier M3 qui, pendant plus de 60 ans, enfin 60 ans, avait le record tout confondu. Et là, avec Sony, il l'a battu donc en 2020 avec la 7S3. Et le grossissement, c'est hyper important qu'en termes de confort, on a un viseur qui est très proche du noir. Pour les gens qui ont des lunettes, dans les menus, il y a une option pour reculer le grossissement. Si on a un grossissement trop important, bah, on va avoir un débattement qui va faire qu'avec des lunettes, on ne verra pas tout le viseur. Donc, c'est aussi penser, pour les gens qui ont des lunettes, on peut avoir un grossissement réduit. Mais c'est un viseur qui est hyper confortable. Enfin, on n'a plus l'impression d'avoir un écran devant nous, en fait. On a vraiment l'impression d'avoir la réalité, c'est très net. Et c'est un argument important auprès des pros, ça, quand même, la qualité du viseur, non? C'est des choses qui te remontent, toi, notamment depuis la sortie de l'Alpha One, il y a un réel gap. Bah, ce qui importe aux photographes professionnels, c'est de pouvoir s'immerger dans leur cadre et dans leur image. Et c'est bien ce que disait Béatrice, effectivement, que elle, ce qu'elle veut, c'est se concentrer sur sa créativité. Le fait d'avoir une projection d'image qui est grande comme ça, où on n'a effectivement pas l'impression de regarder à travers un trou de serrure, évidemment, ça libère beaucoup de tensions oculaires, on va dire. Donc oui, c'est super important. Mais je pense surtout qu'au-delà de cette projection d'image qui permet d'avoir vraiment une vision immersive de la scène, bah, c'est tout ce qu'on met aussi derrière pour que cette image soit juste dans le viseur. C'est-à-dire que bon, bah, ça, c'est le bénéfice immédiat des hybrides, hein, d'avoir la visée avec une retranscription presque exacte de ce que sera le fichier final. On n'a plus ce petit diablotin par-dessus l'épaule qui vient de taper sur l'épaule et qui dit hey, t'es sûr que t'as le bon réglage, t'es sûr que t'as le bon réglage, parce qu'on voit tout ce qu'on fait. C'est surtout ça aussi, c'est d'avoir le confort du visée, de savoir que ce qu'on voit, c'est ce qu'on aura sur le fichier final. Voilà. Et de manière très juste, avec des algorithmes aussi qui se sont bien améliorés au niveau de la gestion de la balance des blancs, avec une gestion de balance des blancs aussi en vidéo, par exemple, qui est capable d'être fluide, c'est-à-dire que quand on fait un intérieur-extérieur, on va pas avoir une transition brutale d'exposition ni de balance des blancs, on va avoir quelque chose qui va s'étirer dans le temps, donc on va avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc on met énormément d'intelligence dans les automatismes justement pour que le photographe puisse vraiment rester concentré sur son cadre. Et d'avoir un cadre plus large, oui, c'est mieux, évidemment. Alors, l'une des particularités de cet appareil, hein, c'est évidemment ce nouveau système autofocus intelligent. Chez Sony, vous estimez d'ailleurs que c'est le début d'une nouvelle ère. Fabrice, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est finalement tout ça? Alors, oui, c'est le début. Enfin, pour nous, c'est le premier qui dispose, en plus du double processeur Bondsixar, d'une puce dédiée pour ça. C'est-à-dire qu'elle a la capacité d'enregistrer des bases de données énormes, des modélisations de sujets, et derrière, après, de pouvoir l'appliquer sur la partie mesure de mise au point, détection et suivi.
Et ce qui est très intéressant, c'est de voir le gap que ça fait par rapport à notre gamme actuelle. Jusqu'ici, on pouvait reconnaître, on suivait les yeux, on suit très bien les yeux, on suit les sujets, on reconnaît les formes, mais on sait où sont les yeux parce qu'on reconnaît la tête entière, on modélise la place du nez, de la bouche, des oreilles en 3D, ce qui fait qu'on sait comment le visage est orienté, et donc même les yeux fermés, on va scotcher sur les yeux. Ça, c'est pour l'humain. On fait ça pour les animaux aussi. Là, on passe sur une analyse de la totalité du corps humain et de la totalité du corps de l'animal, d'accord? C'est-à-dire que pour l'humain, on va savoir les articulations, les genoux, les bras, le tronc, le haut, le bas, et donc même quand la personne aura un chapeau, des lunettes de soleil, un masque, et que les yeux seront beaucoup trop petits pour être vus, on saura où est la tête, où est le visage, où sont les yeux. Donc la détection se fait beaucoup plus tôt. Ça veut dire que ça ouvre quand même des champs assez incroyables. Et puis on ouvre à des bases de données nouvelles. Donc déjà la performance humaine sera énorme. La performance des animaux, l'orientation des animaux sera toujours sur la tête. Donc bienvenue aux photographes et vidéastes animaliers. Et sur la partie insectes aussi, on a toute une base de données. Sur la partie train, voiture, avion, bon voilà, pour le coup on n'était pas les premiers sur cela. Mais c'est très important de voir les champs d'application qui vont s'ouvrir. On pourra peut-être prochainement mettre à jour cette base de données, l'étendre, peut-être, je sais pas, en acheter d'autres, j'en sais rien. Ou la dupliquer sur des produits qui ont les mêmes processeurs, parce qu'on comprend qu'il y a une puce qui est dédiée, mais par exemple, la reconnaissance d'insectes, elle est liée à cette puce, ou on pourrait la voir sur l'Alpha One, sur la 7S3, sur la 7IV. Alors, potentiellement, on pourrait avoir des updates de base de données. Après, l'idée de cette puce indépendante, en fait, c'est d'augmenter énormément la capacité. Le Bion XR est un processeur qui fait plein de choses, mais effectivement, voilà, il peut mettre en application, mais il ne pourra pas ouvrir les champs d'application aussi largement que le fait cette nouvelle puce. C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle ère, parce qu'effectivement, on ne peut pas se projeter complètement vers l'avenir, mais on imagine qu'effectivement, on va retrouver dans nos futurs produits cette puce. Alors, vous parlez d'intelligence artificielle, et finalement, ce côté IA, il intervient quand? C'est dans le boîtier directement ou c'est en amont de sa conception? Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est principalement du deep learning, c'est de l'apprentissage. Et l'algorithme, on va dire, il apprend hors du boîtier. D'accord? C'est-à-dire qu'on va fabriquer l'algorithme, cette base de données, cette reconnaissance, ces points de référence, hors du boîtier, et on va la mettre dans le boîtier. Ça veut dire que le boîtier n'apprendra pas et n'évoluera pas dans son comportement. D'accord? Le boîtier se comportera toujours de la même façon. Ce qui est en fait un point clé, hein, c'est souvent des discussions qu'on a quand on nous pose des questions sur l'intelligence artificielle. Le photographe apprendra comment se comporte le boîtier, et le boîtier restera dans son comportement, n'évoluera pas. Donc ça sera extrêmement facile à dompter. Déjà, la logique elle sera extrêmement simple, hein. C'est le visage, les yeux, et les objets, et les sujets, le tactile, le tracking, le suivi. Donc c'est très simple d'abord. Et derrière, une fois que le photographe qui est le maître à bord, ou le vidéaste, aura compris comment fonctionne cette intelligence artificielle acquise, il pourra l'utiliser pleinement. Sur le terrain, Bertrand, dans tes différents usages, tu as pu noter une différence réelle par rapport aux précédentes générations de boîtiers que t'as- Totalement. Ouais. Moi, travaillant au quotidien avec l'Alpha One, qui était un autofocus très rapide, je me rappelle quand j'ai commencé à utiliser cet R5, je me suis dit, ah, mais je suis jaloux, le R5, il est entre guillemets encore mieux. Au final, il n'est pas meilleur, en fait, il est différent. Ça vient beaucoup de la question, finalement, l'Alpha One et l'Alpha 9, comme ils n'ont pas d'IA, ils sont moins bons. Ils sont pas moins bons, en fait. Comme ils ont un capteur empilé, les Alpha 9 Mark II et Alpha One seront toujours plus réactifs, auront un meilleur suivi dans le temps. Mais on va dire que la 7R5 sera plus intelligent dans les choix, dans les décisions qu'il va prendre. Le R5, il va prendre l'œil en toute situation, il va pouvoir détecter les véhicules, les avions, les animaux. Donc la 7R5 aura un suivi qui sera plus intelligent, qui sera plus réaliste, mais les boîtiers à capteurs empilés resteront plus réactifs pour le sport extrême. Donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est un compromis. Et après, moi, au début, l'IA, c'est un terme qui me faisait un peu peur. Que quand on parle d'IA... On a l'impression qu'on sort de la photo un peu. Oui, t'es tout pas à le fait. seul, Quand je on parle t'avouerai. d'IA. Parce que l'IA, notamment, on l'utilise beaucoup dans les smartphones. Boosté à l'IA, et on voit notamment les traitements, des gros traitements JPEG sur téléphone, des couleurs complètement désaturées, des flous artificiels. Enfin, l'IA en photo, pour moi, c'est un terme presque péjoratif. Et donc, au début, avec le R5, j'avais un peu peur que l'IA allait presque contraindre le photographe, mais en fait, c'est tout le contraire. Là, l'IA est au service du photographe. L'IA n'intervient que pour la partie autofocus.
pour avoir des choix autofocus plus intelligents, un autofocus qui va suivre dans toutes les situations. Au final, l'IA, c'est pas une contrainte, elle va pas nous obliger à faire des choix créatifs. Au contraire, elle va nous libérer des contraintes. On peut se concentrer sur sa prise de vue. J'ai moins à me soucier de est-ce que l'autofocus est au bon endroit, est-ce que le suivi est bien activé. Dans la l'IA, elle me permet d'être plus réactif et d'avoir moins de problèmes. Alors, pour continuer un peu sur ces sujets de technologie AF et de détection, reconnaissance, suivi du sujet, je vous propose d'écouter le témoignage d'un photographe sportif professionnel, parce qu'évidemment, s'il y a bien un domaine dans lequel tout ça peut avoir une application en bien ou en mal, on va voir ce qu'il va nous dire. Il s'appelle Julien Poupard et il nous explique comment finalement les technologies AF proposées par Sony sur la Facette R5 et sur les autres boîtiers de la gamme ont changé sa manière de travailler. On l'écoute. Alors, ouais, avec toute cette nouvelle technologie d'autofocus, j'aborde complètement, différemment mon métier, c'est-à-dire que je c'est plus vraiment une source d'inquiétude, on va dire, l'autofocus. On est sûr que ça va que je suis quasiment sûr que toutes mes photos vont être nettes. J'ai quasiment 0 déchet d'autofocus sur mes matchs, ce qui avant était énorme et donc je sais que je peux faire quasiment ce que je veux et le choper les actions immédiatement. L'autofocus va suivre le mouvement, va complètement suivre le mouvement et à partir de là, va vraiment choper le sujet et ne va plus le lâcher. C'est-à-dire qu'il va même s'il s'en va du collimateur, lui, le collimateur reste vraiment bloqué sur le sujet, un peu comme un jeu vidéo, on va dire, comme un avion de chasse. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est comme un avion de chasse. Une fois qu'il a chopé, il va presque balader tout en gardant le sujet, quoi. Je me concentre vraiment sur l'image, vraiment sur les actions que je vais vouloir avoir et sans savoir si ça va être net ou pas, quoi. Je sais que tout de suite ça va choper et donc que tout de suite, quoi, mes images vont être nettes. Donc ça et ne louper 0 action. Donc ça c'est super, quoi. Bon bah voilà, ça a l'air quand même de lui avoir un peu changé la vie finalement, toutes ces technologies d'autofocus. Bon là, c'est le cas d'un photographe professionnel. Guillaume, toi, c'est quoi les retours que tu as des utilisateurs pros de ces technologies AF? Bah, ce qui a beaucoup changé les habitudes des photographes professionnels, c'est déjà d'avoir un autofocus qui opère sur quasiment tout le champ. C'est-à-dire qu'on a pu se soucier de la position du sujet dans le cadre. Et ça, c'est un des gros bénéfices de l'hybride, c'est d'avoir un autofocus qui est capable de suivre un sujet sur tout le champ image. D'un autofocus aussi qui montre ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que on sait toujours où il est en train de travailler, puisqu'il le signale dans le viseur en positionnant le curseur autofocus. On sait toujours où il est en train de bosser. Aujourd'hui, on a aussi la capacité, par exemple avec les derniers boîtiers depuis l'Alpha 7.4, de pouvoir sélectionner de passer d'un sujet à l'autre. C'est-à-dire que si l'autofocus ne s'est pas calé sur le bon personnage, si j'ai plusieurs personnages dans le champ, je peux décider de basculer d'un personnage à l'autre, simplement en appuyant sur une touche, il va aller détecter le visage d'à côté. Et voilà. Donc on est toujours, en fait, on est beaucoup moins contraint par la détection autofocus qu'on ne l'était sur les boîtiers réflexes précédemment. Donc ça, c'est vraiment une grande liberté et surtout un grand confort de savoir où l'autofocus travaille. On sait qu'il travaille de manière pertinente parce qu'il a cette intelligence artificielle aujourd'hui aussi et parce qu'il est capable de faire de la détection de manière fine sur une image haute définition, donc beaucoup plus finement que ce qu'on était capable de faire au préalable sur des boîtiers réflexes. Donc ça augmente beaucoup la pertinence de l'autofocus et comme le disait Fabrice tout à l'heure, le taux de réussite des images. Et là, on parle de haute définition, mais quand on bascule en 26 millions de pixels, apparemment, il y aurait des petites choses cachées et bien utiles pour les photographes qui font du sport ou de l'action, en mode APS-C notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ? Alors en fait, c'est vrai que on a pu aussi nous dire à l'époque du lancement de l'Alpha One, on nous a dit bah oui mais c'est bien, mais vous avez un boîtier haute définition 50 millions de pixels, c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'autant pour la photographie de sport par exemple pour la presse. En fait, on peut passer en 26 millions de pixels en plein format. En RAW donc. Aujourd'hui en RAW, puisque depuis la mise à jour de l'Alpha One. Parce qu'il y a le format EIF aussi, enfin il y a HEIF, pardon, il y a plusieurs formats. Alors le HEIF, c'est aussi un format qui intéressait les agences pour des questions de transmission, parce que le rapport qualité-poids est particulièrement intéressant. Mais là, on a peut-être un peu été en avance de phase sur le marché là-dessus, mais on y viendra, j'en suis sûr, un peu plus tard.
pour revenir à la définition, donc on peut choisir de travailler en plein format en 26 millions de pixels. Et quand on est en format crop, on sait qu'on est aussi à cette même définition de 26 millions de pixels. Et donc en fait, aujourd'hui, on a la capacité de passer du plein format au crop APS-C et de travailler uniquement sur des fichiers qui vont ressortir avec une définition de 26 millions de pixels. Ce qui me permet, par exemple, si j'utilise un 70-200, que j'ai programmé une touche personnalisée pour passer du plein format à l'APS-C, de pouvoir avoir l'effet multiplicateur d'un multiplicateur de focale 1,4 tout en restant sur la définition sèche de l'optique. C'est-à-dire sans induire un facteur d'incertitude au niveau de la définition d'image que peut induire un multiplicateur qui va forcément amener un petit peu plus de gras dans l'image. Voilà. Donc ça, c'est un réel confort. Et du coup, on peut rester sur des optiques compactes, légères. On n'a pas besoin d'y ajouter un multiplicateur intégré qui va faire gonfler le prix de l'optique. On a cette fonction directement sur le boîtier. Et juste en commentaire pour compléter, on était il n'y a pas très longtemps sur Montier-en-Der, en animalier. Et cette fonction-là, de RAW26 plein format à RAW26 Super 35, quand on a un 200-600, on passe de 600 à 900. Je peux vous dire que quand on expliquait ça aux personnes avec lesquelles on était en démonstration, il y avait des choses qui se passaient derrière les yeux. Et pareil, en mode street, comme l'expliquait Guillaume, et comme je pense l'a vécu aussi Bertrand, moi perso, je suis très 24 mm, mais je navigue entre 24 et 35. En mode street où j'ai pas forcément envie d'avoir 60 millions. Non mais c'est pas bon pour toi là, tu vas vendre moins d'optiques, Fabrice. Non mais je me suis fait piéger. Non mais c'est hyper intéressant parce que des fois on veut voyager léger. Donc là, on revient sur ce que disait Damien Bernal, la polyvalence d'un boîtier 60 millions de pixels. Voilà, c'est un paradoxe hyper riche en fait. Et tout ça, on le retrouve dans les menus. On ne l'a pas reprécisé, mais évidemment, l'interface des menus suit celle qui a été inaugurée sur l'Alpha 7S 3, reprise sur l'Alpha 1 et la 7.4. Et là, c'est le jour et la nuit par rapport à la 7R4. Tu confirmes, Bertrand? Je te vois hocher de la tête. Elle a même encore évolué. La 7R5 inaugure un nouveau menu principal, qui est une sorte de menu rapide, où on a accès à toutes les fonctions rapidement et des petits icônes. Donc c'est très visuel, c'est très simple. Et on peut, dans une page de menu, directement avoir accès qualité d'image, des réglages les plus rapides. Donc c'est un menu principal qui est contextuel. Après, on a le menu favori, on peut mettre les onglets qu'on veut. Et après, le menu est paramétré par couleur, par thème couleur. C'est des menus qui sont plus lisibles, plus simples. L'écran est tactile, avec un bon tactile. Donc, il est tactile dans les menus aussi, parce que c'est une époque, ça n'a pas toujours été le cas. Oui, ça n'a pas toujours été le cas, effectivement. Il y a eu un temps d'adaptation, au début, il était que tactile pour l'autofocus, maintenant il est tactile, quoi qu'il arrive, avec un bon tactile. C'est-à-dire que même si les menus ont des petits logos, ça marche quand même très très bien. Et donc le menu est beaucoup plus clair qu'avant, on se trompe beaucoup moins, c'est quand même bien segmenté, c'est bien rassemblé par catégorie de menus. Pour ceux qui... Parce que c'est vrai qu'on nous a beaucoup dit que nos menus étaient compliqués. Moi, je reprendrai une expression d'ailleurs de Béatrice qui dit « ils sont pas compliqués, ils sont riches ». Voilà. Ils sont pas complexes, ils sont complets. Ouais, exactement. Donc, mais pour ceux qui... Évidemment, quand on passe d'un système à un autre, il y a toujours une acclimatation, on a besoin de comprendre. On a produit des tutoriels sur les menus Sony qui sont accessibles sur la plateforme Sony Alpha Universe, donc sony.fr/Alpha Universe. Vous avez une rubrique Alpha Academy. Et dans la rubrique Alpha Academy, vous avez un déroulé complet des menus fonction par fonction qui est chapitré, donc vous pouvez aller directement à l'essentiel de ce qui vous intéresse. Et voilà, c'est un tournage qu'on a fait récemment, qu'on a mis en ligne tout récemment là. Donc allez-y, vous allez trouver quelque chose d'un peu moins aride qu'une notice papier, voilà, mais beaucoup plus vivant surtout, puisqu'on vous explique toutes les fonctions une à une. Mais sur les nouveaux menus ou sur les anciens aussi? Sur les nouveaux menus. Après, même si l'architecture du menu a changé, la logique reste la même et le nom des items, lui, n'a pas forcément évolué. Alors, juste quand même, c'est Guillaume qui s'est prêté au jeu. On a produit plus de 11 heures de vidéo. D'accord. Oui, c'est des menus riches. C'est important, c'est basé sur l'Alpha 7.4, mais c'est extrêmement ouvert. C'est Alpha 1, 7S3, même 7R5 aussi. Vous allez pouvoir vous y retrouver. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux approches. Il y a une approche ligne par ligne, où on fait Guillaume fait les 260 fonctions ligne par ligne, et une autre approche par usage. On va prendre les 5-6 fonctions clés pour un ou deux types de photographie. Pour le vidéaste, pour le photographe de sport, pour le photographe animalier. La photo de studio. Voilà, donc c'est très intéressant pour ceux qui ont un boîtier Sony et pour ceux qui ont l'intention d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez nous.
Bon, bah écoutez, on va conclure là-dessus. Merci Fabrice, merci Guillaume, merci Bertrand pour ce très beau tour du propriétaire de ce nouveau boîtier qui est l'Alpha 7R5. On passe tout de suite au débrief. Nous sommes toujours avec Fabrice Abouaf et Guillaume Cuvillier de Sony France et avec le photographe Bertrand Bernager pour parler du nouvel hybride Sony Alpha 7R5. Messieurs, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Guillaume. À qui s'adresse le Sony A7R5 ? J'ai envie de dire désormais à tous les photographes qui veulent avoir un boîtier qui a du potentiel et de la polyvalence. Jusqu'ici, l'Alpha 7R4 avait un énorme potentiel, mais n'avait pas encore tous les critères de polyvalence qu'offre l'Alpha 7R5. Avec l'arrivée de différentes fonctions et aussi d'une ergonomie nouvelle, avec ce switch photo-vidéo, avec ce nouvel écran orientable qui ouvre pas mal de perspectives en termes de cadrage, et puis avec ce choix de définition en RAW qui permet d'en faire un boîtier pour tous les usages. Mais du coup, Guillaume, comment on peut le différencier d'un Alpha 1 ? La tentation est forte. Bah oui, alors la différence essentielle, c'est le capteur. Et ça restera le capteur avec un capteur empilé sur l'Alpha One qui permet d'avoir des fonctionnalités qu'on n'aura pas encore aujourd'hui sur un Alpha 7R5. La vitesse d'obturation jusqu'au 32 millième de seconde, la rafale jusqu'à 30 images secondes, la capacité d'avoir cette visée permanente, donc ce suivi autofocus encore plus accrocheur, encore plus vraiment permanent. Donc il y a encore quelques petits steps quelques cases, on va dire, que le 7R5 ne coche pas. Mais on est quand même de plus en plus près. C'est vrai que pour ceux qui se posaient la question aujourd'hui et qui n'avaient pas forcément non plus les moyens d'aller chercher un Alpha One en termes de budget, je pense que l'Alpha 7R5 devient une solution hyper convaincante. Fabrice, combien ça coûte un Alpha 7R5 ? Alors les prix sont libres, hein, tu connais l'histoire, mais environ... Le prix public conseillé. Environ 4 500 €. Bertrand, toi qui utilises l'Alpha 7R5 depuis plusieurs semaines maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore sur ce boîtier ? La grande question. Alors, je pense qu'on peut toujours améliorer un produit. Après, honnêtement, le R5, c'est quand même un produit qui est déjà très complet. Sur cet R5, je vois pas beaucoup de points. À la limite, comme moi, je travaille beaucoup avec l'Alpha One. Enfin, l'Alpha One, c'est mon boîtier du quotidien. Je travaille quasiment maintenant qu'en obturation électronique. Donc, je dirais que effectivement, le fait qu'il y ait du rolling shutter, un obturateur électronique, on peut dire que c'est la seule chose qui manque à cet R5, c'est le côté de l'avantage du capteur empilé, de pouvoir travailler totalement dans le silence complet, d'avoir aucun rolling shutter en photo. C'est ce qui me manque un peu. Mais ouais, encore une fois, il y a des problèmes de compromis. Donc, ouais, je dirais, ouais, il y a quelques avantages du capteur empilé par rapport à 7R5, mais il y a des questions de compromis, de budget. Et franchement, aujourd'hui, le 7R5, c'est un boîtier quand même très polyvalent. Donc, on peut toujours l'améliorer, mais c'est déjà un produit qui est déjà hyper mûr. Guillaume, est-ce que toutes les optiques de la gamme Sony sont capables d'encaisser les 61 millions de pixels de la 7R5 ? Alors, toutes les optiques, pas forcément, parce que déjà dans la gamme optique Sony, il y a des optiques APS-C et des optiques plein format. Ok. On a au total 70 optiques. Donc, dans les 70 optiques, je ne vais pas te dire que les 70 vont être 100% compatibles. Évidemment, quand on a un capteur exigeant comme celui d'Alpha 7R5, il faut le nourrir en définition optique. En tout cas, aujourd'hui, sur les dernières générations qu'on a lancées, je pense que tous les tests le montrent, on a une résolution sur nos objectifs qui est quand même assez incroyable. Donc, je vais peut-être faire une réponse un petit peu large, mais évidemment privilégier les optiques G ou GM qui auront forcément des capacités beaucoup plus proches du niveau de performance du capteur intégré dans le 7R5. Après, il y a toujours aussi, il y a des optiques dans la gamme Sony qui sont pas forcément des optiques prime. Je pense au 55 f1.8 Zeiss. Qui est génial. Une optique, pour la photo de rue, c'est parfait. Qui n'est pas le plus récent. Mais le petit 35 f1.8f qui est une optique Sony pas forcément, qui n'est pas siglée ni G ni GM, mais qui est assez fabuleuse en rapport qualité-prix. Toutes celles-là conviennent. Donc, j'ai envie de dire, de toute façon, tous les utilisateurs trouveront dans la gamme Sony, à différents niveaux de la gamme, des optiques qui seront parfaitement compatibles avec le 7R5. C'est ça la bonne nouvelle. Bon, et puis de toute façon, pour le sujet des optiques, on vous donne rendez-vous en début de saison 6
avec Fabrice et Guillaume, où on fera une émission entièrement dédiée à ce sujet. Et toujours par rapport à les définitions, on n'a pas parlé des supports de stockage, mais on parle de 61 millions de pixels, 240 millions de pixels, de l'8K. Il faudrait peut-être rappeler qu'on peut utiliser des cartes SD, mais aussi des CF Express type A. Comment ça marche concrètement? Il y a 4 ports Alors, non, différents. c'est vrai que le support mémoire est plus qu'essentiel. Sur tous nos boîtiers, on aura toujours 2 slots de carte mémoire, alors, à part l'Alpha 7C pour des raisons de compacité. Les 2 slots peuvent accueillir 2 cartes SD, d'accord? Et sur certains boîtiers, notamment Alpha 7R5, Alpha One, Alpha 7S3, les 2 slots sont biformat et peuvent accueillir aussi une CF Express type A. Alors, dans la norme CF Express, il y a la type A qui est plus petite, la type B et la type C. La type B ressemble comme 2 gouttes d'eau à une XQD, c'est le même format. Et effectivement, notre choix, ça a été de pouvoir mettre soit 2 SD, soit 2 CF Express, qui sont donc beaucoup plus rapides. Donc, on a des slots biformat. Donc, on a vraiment un choix extrêmement polyvalent. Après, dans nos boîtiers, ce qui est intéressant, c'est surtout la taille du buffer. Parce que, effectivement, le buffer, lui, est considérablement plus rapide que l'écriture sur la carte. Mais comme la carte est très rapide, on peut faire la 8K, on peut faire la 4K 120 avec certains boîtiers, on peut faire de la rafale très très élevée avec, en fichier RAW non compressé, avec des 50, des 60 millions de pixels. Voilà l'objectif de ces différents supports. Et pour conclure, Fabrice, donne-nous 5 raisons de craquer pour l'Alpha 7R Mark V. Alors, tu sais qu'il y en a beaucoup plus que 5. Hein. Ouais, mais j'en veux 5. Je vais essayer de faire un effort. Je pense que c'est le boîtier le plus extraordinaire en termes de polyvalence et à la définition la plus extrême. Donc ça, c'est déjà ne serait-ce que ce critère général. Et après, effectivement, dans, on va dire, les nouveautés qu'il y a dedans pour pouvoir être convaincu de l'acheter, l'écran, bien sûr, la stabilisation, essentielle, l'ergonomie avec les nouveaux menus, l'infrastructure, la qualité du viseur, et bien sûr, l'autofocus. Je suis désolé, j'ai dépassé, je suis à 6. Mais l'autofocus, j'aurais dû le mettre en premier. C'est effectivement le point incroyable. S'il y a un boîtier qui est le plus exigeant en autofocus, c'est celui qui a le plus de pixels. D'où l'inauguration de ce chipset AI et de cette nouvelle base de données et de ces nouvelles fonctions d'autofocus sur l'Alpha 7 R5. Merci beaucoup, on conclut là-dessus. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Parfaitement. Oui. Alors on y va. Première question pour toi, Bertrand, qui nous vient d'une dénommée Claire. C'est quoi tes optiques préférées pour de la street ? Une optique, je dirais le 24 1.4 G-Master, la polyvalence. Ou alors 35 1.4 G-Master, c'est très bien. Et mon petit chouchou aussi, le 12 1.4 f2.8 G-Master. Donc on reste vraiment sur du grand angle. Hein ? Ouais, j'aime bien le très grand angle. Et sur du G-Master. Mais après, en 24, il y a le 24 mm f2.8 en G. Hyper compact, 35 mm f1.8 ou le 55 f1.8, on est un truc plus petit. Dans les alternatives. Parfait. Bon, on attend la fin du chrono, t'as fait moins de 30 secondes. Deuxième question pour toi, Guillaume, qui nous vient d'un dénommé Jean. Est-ce qu'il existe un grip pour l'Alpha 7R5 et pour les autres boîtiers Sony aussi d'ailleurs ? Alors en fait, ça c'est un des avantages de la gamme Sony, c'est qu'on a des accessoires qui sont vraiment compatibles sur toute la gamme. C'est-à-dire que c'est la même batterie sur tous les boîtiers, c'est le même grip sur tous les boîtiers de dernière génération, bien sûr. Donc c'est le VGC4M, hein, c'est toujours des noms un petit peu compliqués, mais voilà. En ce qui concerne l'Alpha 7R5, il va aussi sur l'Alpha One, l'Alpha 9 Mark II, l'Alpha 7 IV, l'Alpha 7S3, voilà, donc, et l'Alpha 7 R4. R4, exactement. Et avant, c'était le VGC3EM. Et c'est un grip qui a une batterie supplémentaire et des commandes verticales ? Commande verticale et 2 batteries à l'intérieur. Parfait. Troisième question
Pour toi, Fabrice, qui nous vient d'un dénommé Christian, ça fait longtemps que vous n'avez pas lancé un gros boîtier APS-C. Oui. Bah, c'est vrai ça. C'est vrai ça, hein? Non, mais j'ai pas de 2019, réponse. non, le Alors, on dernier a sorti la FX30, qui est un gros boîtier APS-C, mais très Oh orienté là là, vidéo en il Super t'aurait 35. Non, effectivement, on s'est beaucoup concentré dans cette période de Covid, dans cette période aussi de pénurie de tout un tas de composants électroniques sur notre gamme plein format, qui est notre plus grosse gamme, mais on aime l'APS-C, et voilà, je pense que la gamme APS-C ne sera pas abandonnée. Mais la 7R5 a un mode APS-C. Alors effectivement, on peut faire aussi de la PSC avec la 7R5 en RAW, 26 millions de pixels, je te Ou remercie. par exemple, oui. On continue avec une question pour toi, Guillaume, qui nous vient de Selig. J'ai un Alpha 7R3 et j'hésite entre l'Alpha 7R5 et l'A1 pour du portrait et du reportage. Je pense que les deux vont parfaitement convenir. C'est une histoire de budget. Évidemment, si vous pouvez aller sur l'Alpha One, allez sur l'Alpha One, vous ne serez pas déçus. Pour le portrait et pour le portrait en haute définition, le fait d'avoir 10 millions de pixels en plus, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit déterminant. Voilà. Donc les deux vraiment sont adaptés. Je vais vous... Pour la partie reportage et en plus, je pense que ça dépend de quel reportage on se parle. Si vous avez besoin de transmettre des images, c'est peut-être mieux d'aller sur l'Alpha One. Après, voilà, les deux sont des bonnes réponses. On continue. Fabrice, c'est pour toi une dénommée Héloïse. Est-ce que vous serez les premiers sur les 100 millions de pixels en 24-36 ? Bonjour Héloïse, merci pour la question. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, et depuis déjà quelques temps, on est les premiers sur le 60 millions de pixels. Donc, Et qu'on est toujours les seuls. Et qu'on est toujours les seuls. Donc voilà, la course au pixel, c'est une très jolie course, mais il n'y a pas que ça. Il faut des bons pixels, on a 60 très bons pixels, donc on prendra le temps si le 100 millions arrive un jour. C'est valable en vidéo aussi, on voit qu'il n'y a pas que la 8K dans la vie, quoi. Hein. D'ailleurs, sur la 7S3 qui est votre fleuron, vous êtes limité à la 4K, il doit y avoir une raison. Mais il y a une raison essentielle, c'est que tu as 12 millions de pixels qui en font 10 en 16 neuvième. Donc, c'est un capteur qui est ajusté parfaitement pour la 4K. On a un rendu d'image en 4K qui sera bien meilleur qu'avec un 40, 50 ou 60 millions de pixels. La taille du photosite est essentielle dans le rendu 3D et le modelé d'image. En tout cas, ce qui est impressionnant avec les questions de nos auditeurs, hein, c'est que vous déchaînez les passions, hein, parce qu'on en a reçu beaucoup sur ce qui pourrait se passer dans le futur. D'ailleurs, la prochaine est pour toi, Guillaume. Elle nous vient d'un dénommé Franck. Alors là, c'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion. Franchement, ce serait grave la classe, un RX2 avec toutes les dernières technologies pour venir proposer une alternative au Leica Q. Je suis tellement d'accord avec lui. Pardon. C'est vrai qu'il y a toujours une attente sur ce produit-là. C'est assez marrant parce que c'est un produit qui a pas été la meilleure vente de Sony, mais en tout cas pour ceux qui l'ont aimé, ils l'ont beaucoup aimé. Aujourd'hui, on a des réponses un peu alternatives. On a l'Alpha 7C qui est dans la compacité avec en plus l'optique interchangeable qui a un esprit un petit peu street photographie un peu semblable. Je dis pas qu'on n'y reviendra pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas une priorité, il semblerait, dans le développement de la gamme Sony. Allez, on continue, on est bientôt à la fin. Une question pour toi, Bertrand, d'une dénommée Morgane. Est-ce que tu peux nous donner une technique en pose longue pour faire facilement une photo stylée ? Alors, mon meilleur ami en pose longue, c'est le filtre ND1000. Pour la pose longue de jour, vous prenez un filtre ND1000 et vous pouvez faire des photos jusqu'à 1 minute en plein jour. Et là, vous allez pouvoir travailler le mouvement de l'eau, même le mouvement humain. Moi, j'ai fait un projet avec le marathon de Paris où je prends le marathon de Paris en pose longue et vous avez des marées humaines colorées. Donc, un petit filtre ND1000, un trépied, en plein jour et vous allez voir le monde différemment. C'est extrêmement clair, franchement. On va passer à 15 secondes. Vends pas tous tes secrets, vends pas tous tes secrets. Non, mais la pose longue, c'est un plaisir. Quoi. Ça reste totalement naturel. Et pourtant, on ne le voit pas l'œil nu, mais c'est naturel. Et la pose longue est un plaisir du quotidien. J'adore la pose longue. Bon, alors il reste encore une question. Alors là, c'est un peu étonnant. Hein. C'est la première fois que ça arrive. Nos auditeurs ont été particulièrement inspirés. Et ils nous ont même envoyé des questions en audio à vous poser. Donc, je vous propose qu'on écoute le petit Yann qui a une question adressée, je pense, aussi bien à Fabrice que Guillaume. Alors, la 7R5 est le premier appareil photo à intégrer un processeur dédié à l'intelligence artificielle. En tant que photographe, dois-je m'inquiéter de mon avenir ?
On le connaît, ce petit Yann. Hein. Sa voix me dit quelque chose. Ouais. Il n'est pas si petit que ça en plus. Hein. Répondez à la question. Vas-y Guillaume, je te laisse. L'intelligence qu'on met dans nos boîtiers, elle est faite pour faciliter le travail du photographe. C'est jamais un boîtier qui fait la photo, c'est toujours l'œil du photographe. Donc non, les photographes n'ont pas à s'inquiéter. L'intelligence artificielle, c'est pas pour remplacer le cerveau des photographes, c'est pour leur apporter plus de créativité dans leur prise de vue. Tu veux ajouter quelque chose, Fabrice? Si tu me laisses 3 secondes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est important que l'appareil fonctionne toujours de la même façon. Et l'intelligence artificielle, elle est faite au service du photographe, mais le boîtier ne doit pas changer de comportement au fur et à mesure que le photographe l'utilise, sinon le photographe va perdre ses repères. Donc on est bien sur un système qui est au service du photographe, c'est le photographe et le vidéaste, ce sont les patrons, et nous on met des outils à l'intérieur le mieux possible pour faciliter la vie. C'est à ça que ça sert. Bon, vous aurez évidemment reconnu la voix de Yann Salmon, le gagneur, qui est directeur Product Marketing and Professional Business Strategy à Sony Europe, votre boss, en quelque sorte. Et notre Dieu. Et notre Dieu. Et votre Dieu tout-puissant. Salut Yann. Qui a d'ailleurs encore un petit message à vous adresser. Guillaume, Fabrice, je m'excuse de m'être prêté à ce petit jeu, mais je suis certain que ma question ne vous a pas posé de problème. Mais sur un autre sujet, vous passez du bon temps là avec Arthur et Benjamin. D'ailleurs, je me permets de saluer et de féliciter au passage pour ce formidable podcast. Mais je voulais vous rappeler que le 8 décembre, vous devez présenter le budget de l'année prochaine pour la France avec une belle actualité à venir. Donc j'espère que vous êtes au taquet, les gars. Petite réponse à Yann. Yann, on t'adore franchement. On est très content que tu sois à l'Europe et donc en Angleterre. Et t'inquiète pas, on travaille dur. Bon. Allez, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Valable pour tous les trois. Dessinez-nous, le portrait robot du Sony A7R8 qui sortira le 7 octobre 2028. Capteur empilé? Gordini ou pas? Non, il prendra les photos tout seul. Non, je pense un capteur empilé. Je pense qu'on y viendra peut-être. Ouais, j'aimerais même bien un global shutter. Un rolling. Ouais, global shutter, sans ouais. rolling shutter, global shutter. Peut-être de la 8K à 120 FPS. Au-delà de la 8K, ça ne pas au-delà de la 8K. Peut-être quand même en montant en pixels. Peut-être qu'on ira quand même finalement vers les 100 mégapixels quand on finira par y arriver un jour ou l'autre. Ouais, je vous redonne 30 secondes. C'est trop gentil. Est-ce qu'il y aura un viseur sur le côté? Non, je pense qu'on aura. Non, il y aura un viseur déporté. Ça. Oh, un viseur sur 3D. En 3 dimensions, ça tu verras. En relief. Non, je pense que Global Shutter, ça serait bien. C'est la prochaine révolution, ça. Intelligence artificielle, bien sûr. La montée en ISO sera peut-être toujours meilleure. Encore une fois, c'est ce que disait Béatrice tout à l'heure. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a même du mal à imaginer ce que pourrait être le plus du boîtier de demain. Parce qu'on en a déjà tellement. Une nouvelle technologie de capteur. Ça, oui. Ça, c'est possible. Capteur courbé. Et des capteurs, non, pas courbés, parce que ça fonctionne pas si bien que ça. Organique non plus, ça vieillit un peu vite. Non, mais il y aura forcément des autres technologies de capteurs. Vous savez que Sony, c'est un fabricant de capteurs hors pair. Et de mon point de vue, je suis persuadé qu'on aura des technologies qui vont permettre de doper la sensibilité. Voilà, je pense que c'est déjà des brevets qui ont été déposés, tout à fait. Déposés, hein. Ouais. Rendez-vous donc le 7 octobre 2028. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Fabrice, Bertrand, Guillaume, c'était un plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. Quelles sont vos actualités, Bertrand, peut-être pour commencer? Alors, j'ai pas d'actualité datée, mais j'ai peut-être avoir enfin mon premier livre qui va sortir en 2023 sur un projet d'Edal Singapour, l'architecture en noir et blanc à Singapour. Et après, moi, je fais différents reportages. Je vais essayer de continuer un peu à voyager à travers le monde. J'aimerais bien aller à Taïwan, vu que Taïwan a rouvert. Découvrir Taipei et faire un projet à la Blade Runner à Taipei. Donc on verra. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous partager ton retour d'expérience avec ce nouveau boîtier. Fabrice, Guillaume, pour Sony, de l'actu, j'ai vu qu'il y avait une ODR qui courait jusqu'à la fin de l'année. Ah oui, cette période-là est une période très riche en promotion.
Donc voilà, il y a aussi beaucoup de promotions Sony sur beaucoup de boîtiers. Donc allez chez votre revendeur préféré. Et sur la 7R5 en particulier, pour les optiques, si vous achetez des optiques avec le boîtier. Voilà, dans les promotions qu'on a, on a effectivement des promotions directes, des coupons de réduction directs en caisse souvent. Et puis on a des associations. Si on achète un boîtier et qu'on achète des objectifs en même temps que le boîtier, on a des remises qui se cumulent. Voilà, il y a de très très belles affaires à faire d'ici la fin de l'année. Bon, en tout cas, merci à vous deux d'être venus nous parler de cet incroyable nouvel appareil. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au nouveau Sony A7R5. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une émission dédiée à la macro avec 10 conseils pour se lancer dans cet exercice si particulier. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.